Salutations, ici Talentir pour un tutoriel. Comme prévu, lors de la dernière vidéo, j'avais indiqué que je ferais un tutoriel sur Tilly Very Bad Day, c'est le cas. Donc, Tilly's Very Bad Day, comme je l'ai déjà indiqué dans l'autre rapport, une règle gratuite que vous pouvez télécharger sur le blog Balagan par Stephen Thomas, un blog que je suis également assez régulièrement, blog historique. Une règle qui se veut dédiée à la guerre de 30 ans, rapide, intuitive et facile à retenir. Pour ma part, je l'ai trouvée assez intéressante. Il y a des points forts, des points faibles, mais globalement, ça fait un petit moment maintenant que je la teste et elle remplit son office, à mon sens, par rapport à ce que je recherche. Donc pour le contexte, j'ai monté une armée 6 mm. Et donc principalement pour jouer tout seul dans un premier temps, mais peut-être qu'on fera des batailles plus grosses par la suite, hein, ça dépendra. Et donc dans ce contexte-là, je cherchais une règle historique qui me permette de jouer cette période vite et toute seule. Donc bon, il n'y a pas spécialement un mode solo dans ce jeu-là, mais en tout cas, il est rapide, il tient sa promesse à ce niveau-là. Mais on va voir de façon un peu plus détaillée comment ça se présente. Alors, on va passer à l'examen du soclage et des unités. Donc rapidement, on va passer sur les catégories d'unités. Alors je dis catégorie parce qu'en fait le jeu se veut très épuré, donc on rentre pas tellement dans le sous-détail des unités. Vous avez donc trois grandes catégories, infanterie, cavalerie, artillerie. Dans l'infanterie, vous avez les unités pike and shot, c'est la guerre de 30 ans, hein, combinaison de piquets et d'arquebusiers, ou les unités d'arquebusiers seuls, les shots, en anglais, qui constituent donc l'infanterie. Pour ce qui est de la cavalerie, il y a un peu plus de variété. On a déjà la cavalerie de mêlée, on va dire, catégorie horse en anglais. Alors il ne fait pas de distinguo, donc vous aurez à l'intérieur les cuirassiers, les demi-cuirassiers de fin de guerre, les unités de lanciers, tout ce qui est cavalerie de choc en fait est considéré comme horse, cavalerie. Vous avez ensuite la cavalerie légère, donc les Cosaques, les Croates, tout ce qui opère en tirailleurs. Donc là j'ai mis des arquebusiers montés, bon, j'ai pas vraiment de Cosaques, mais sur le principe, tout ce qui est léger a sa propre catégorie. Et enfin, les dragons. Alors les dragons qui sont en fait de l'infanterie rapide, mais de l'infanterie quand même. Donc en termes de règles, ils sont dans la catégorie infanterie, mais ils auront un meilleur mouvement. À l'époque, donc, c'est pas comme avec la guerre napoléonienne, les dragons ne sont pas une cavalerie de choc, ce sont vraiment des tireurs montés. Donc ils se déplacent vite, ils descendent de cheval, ils tirent. Voilà. Donc ça c'est pour l'infanterie et la cavalerie. Ensuite, bien sûr, vous avez l'artillerie. Alors l'artillerie, il n'y a pas de distinguo lourde, légère ou quoi que ce soit, c'est artillerie. Là, c'est peut-être effectivement un poil trop épuré déjà, dans le sens où on aimerait avoir des règles peut-être un peu plus fines, pour, ne serait-ce que pour, par exemple, les cuirassiers, et pour l'artillerie légère, par exemple, suédoise, et l'artillerie standard. Donc, on verra qu'on peut plus ou moins un petit peu... j'ai envie de dire, pour reprendre le terme, pimper un peu tout ça avec des règles optionnelles, mais dans les règles de base, il n'y a pas de sous-catégorie. Et enfin, vous avez évidemment les commandants, qui comptent comme une unité. Donc elle a des points et elle a un fonctionnement qui est déterminé par les règles. Voilà pour ce qui est des commandants. Et ceci clôture notre point sur les unités. Maintenant, pour ce qui est du soclage. Comme je vous l'ai indiqué, c'est agnostique en termes de figurines, comme la plupart des systèmes que je joue. C'est-à-dire que vous pouvez mettre autant de miniatures que vous voulez, dans l'absolu, c'est pas grave. Ce qui est important, c'est la taille de socle et surtout la largeur du socle. Hein. Donc,
ceci, la largeur du socle, c'est ce qui est très important. Après, autrement, vous faites ce que vous voulez, vous pouvez mettre plus, moins de figurines, c'est comme vous voulez. Et évidemment, vous pouvez le faire à n'importe quelle échelle. Si vous voulez faire du 28 mm, vous faites du 28 mm. Si vous voulez faire du 15, vous faites du 15. Si vous voulez faire du 6 comme moi, vous faites du 6. Pourquoi est-ce que ça fonctionne de façon adaptable comme ça? C'est parce que les échelles de jeu ne sont pas directement ni en pouces ni en centimètres. Vous avez une unité de mesure qui s'appelle le TUM, le Tillis Unit of Measure, l'unité de mesure de Tilly, si vous préférez, qui va être fonction de votre longueur d'unité, largeur d'unité. Pardon. Si votre unité, comme chez moi, là, si vous optez, comme pour moi, pour un soclage qui fait 6 cm de large, eh ben, votre unité de mesure, ce sera la moitié de ça, donc 3 cm. C'est-à-dire qu'une TUM, une unité de mesure de Tilly, représentera 3 cm. Si vous jouez en 28 mm avec des unités Black Powder, 4 socles de 4 figurines qui font 16 cm de large, bah votre TUM sera égal à 8 cm. Voilà. C'est vrai pour les mouvements, ce sera également vrai pour la portée. La portée est mesurée en TUM, les mouvements seront mesurés en TUM, les zones de déploiement seront déterminées en TUM. Bref, ceci vous permet en fait d'adapter votre champ de bataille facilement à n'importe quelle configuration de figurine. Si maintenant vous voulez sortir vos figurines 28 mm, vous pourrez jouer de la même façon et sur les mêmes standards que si vous jouez avec du 6 mm. Donc c'est très souple à ce niveau-là, c'est fait pour d'ailleurs, et ça vous permet donc d'adapter votre table facilement ou de faire des projections sur ce que vous avez besoin. Moi par exemple, quand j'ai lu le système, ça a été très facile de déterminer la taille de table dont j'aurais besoin. Parce que le système s'adapte rapidement, vous faites la conversion de vos socles en TUM et vous savez ce que vous avez besoin. Alors après on peut discuter, puisque j'ai déjà eu éventuellement ce genre de retour, on peut discuter de la réalité des TUM par rapport à autre chose, c'est une proposition, moi je suis pas dans le réalisme hardcore. À partir du moment où le système fonctionne et que l'immersion est minimum présente, ça me va. Faut bien se dire aussi que quand on simule une aire de jeu, il faut aussi prendre en compte l'aspect esthétique. Donc, voilà. Quoi qu'il en soit, voilà ce qu'il y en est pour le soclage des unités et les unités de mesure. Pour ce qui est, puisqu'on est sur les unités, pour ce qui est des caractéristiques. Alors une unité va avoir plusieurs caractéristiques, je vais peut-être vous montrer, je ne sais pas si vous le verrez. Voilà, je vais peut-être le mettre je le mettrai en vignette dans la vidéo. Donc une unité a plusieurs caractéristiques, mais il en a une principale, c'est la résolution. La résolution représente à la fois le moral, le nombre, et la qualité de l'entraînement des figurines. C'est une caractéristique unique qui brasse tout. C'est ça qui m'a un peu choqué au début. Je ne suis toujours pas entièrement, totalement convaincu que c'est la meilleure chose qui soit. C'est peut-être un poil trop épuré, mais il faut dire que ça fonctionne très très bien. C'est-à-dire qu'à partir du moment où votre résolution est entamée, l'efficacité de votre unité est entamée. Puisque votre résolution en termes techniques dans le jeu influe sur le nombre d'attaques que vous aurez, le nombre de dés que vous lancez, mais en plus sur les points de vie, entre guillemets, de votre unité. Enfin, vous avez la portée également pour vos unités. Donc la portée mesurée en TUM également. Et vous avez également les jets pour toucher. Alors les jets pour toucher dans ce jeu, c'est encore plus minimaliste qu'à Black Powder. C'est-à-dire qu'à Warhammer Battle, vous aviez touché, blessé, sauvegarde et éventuellement un sauvegarde invulnérable avant d'enlever des points de vie. À Pike and Shot, Black Powder et le César, c'était juste toucher et sauvegarde.
Là, c'est encore plus simple, c'est comme à Valor and Fortitude d'ailleurs, c'est toucher et c'est tout. Si c'est touché, c'est blessé. Il n'y a pas de jet de sauvegarde à faire pour l'adversaire, c'est vous qui faites le jet, et si ça passe, ça blesse tout de suite. Alors, à la différence de Valor and Fortitude, les touches n'ont pas de modificateur en tir, c'est toujours 6. Alors pourquoi 6? C'est une statistique un peu difficile, on va dire, c'est-à-dire que vous n'avez que 16,67% de chance de mettre une blessure. Mais en fait, ça compense le fait que vous n'avez pas de jeu de touche et sauvegarde avec l'adversaire. Donc, l'un dans l'autre, ça explique pourquoi vous avez 6 pour toucher. Pour la mêlée, la touche, par contre, est un peu différente, puisque là, elle est fonction de la situation tactique et de l'unité qui attaque, ou de son adversaire. En règle générale, les unités Pike and Shot touchent toujours sur du 5+. Les canons, de toute façon, sont automatiquement détruits au corps à corps s'ils sont engagés par l'infanterie ou la cavalerie. Les cavaliers, en revanche, ils touchent sur du 4+, en charge. Alors, quand je dis les cavaliers, c'est ceux pour la mêlée, hein, pas les light, pas la cavalerie légère. Sinon, 5+ s'ils chargent des pike and shot, et 5+ dans les autres cas de figure, et 6 s'ils sont en terrain difficile. Tout ça est indiqué dans la feuille de référence, elle est très facile d'utilisation. Et pour ce qui concerne les dragons et les cavaliers légers, ils touchent sur du 6, sachant que les cavaliers légers, ils touchent sur du 4+, dans certaines situations bien précises, s'ils attaquent par derrière ou par le flanc, ou s'ils attaquent des unités déjà affaiblies avec une résolution de 1. Pour le coup, c'est relativement... C'est fluff, ma foi. Donc voilà. On va donc commencer par... on va suivre les recommandations de mise en place pas à pas. Donc dans un premier temps, mise en place du jeu, le premier palier, c'est se mettre d'accord sur une taille de jeu. Alors là, le jeu vous donne des lignes directrices, hein. Donc par exemple, pour les tailles de jeu, il considère que vous faites une petite bataille qui implique entre 10 et 18 unités, commandant compris. À partir de 19 et jusqu'à 40, c'est une grosse bataille. Et au-delà, c'est une très grosse bataille. Voilà. Il donnera également les tailles de table recommandées pour chacun de ces cas de figure. Donc là, on va partir sur une petite bataille pour cette démo. Et on va se mettre d'accord pour partir sur 12 unités. Donc le palier suivant, recrutement de l'armée. Bon, donc, première étape, se mettre d'accord pour le nombre d'unités. Donc on va composer une armée, vous allez voir c'est relativement rapide. Chaque unité... Alors déjà, il y a plusieurs façons de composer l'armée qui sont proposées. Il y a une façon de base dans le bouquin qu'on va utiliser ici, mais je vous donne quand même les règles avancées. Les règles avancées, c'est un système de points, des pièces d'or, coin, où les unités valent 4 pièces d'or pour les unités moyennes, 5 pour les unités élites, 3 pour les unités recrues ou de mauvaise qualité, on va dire. Ça vous permet plus ou moins également de simuler des unités plus puissantes. Si par exemple, comme moi, vous n'êtes pas très satisfait du fait que les cuirassiers soient dans le même sac que les arquebusiers montés ou les demi-cuirassiers et que vous voulez les représenter pour des unités plus puissantes, vous pouvez décider qu'ils sont élites et leur donner une résolution de 5. Mais du coup, il faudra utiliser le système de points. Le système de base, il est beaucoup plus rapide. Par contre, il part du principe que toutes les unités sont de qualité moyenne. Pour le cas qui nous intéresse ici, on va donc partir là-dessus. Donc on sélectionne 12 unités, commandant compris. Chaque unité vaut un point. Pour les catholiques ici, pour les protestants, on va faire des choix d'unités. Voici ce que j'ai déjà fait en termes de troupes. Donc on va partir du principe que par exemple, pour ce qui est de l'armée catholique, je vais prendre 2 unités de cuirassiers.
reconnaîtra, ils ont l'écharpe rouge. En termes de cavalerie, je vais également prendre des dragons. Ensuite, je vais prendre un noyau d'infanterie avec des unités pike and shot. On va en prendre, disons, 5. Voilà. Ensuite, on va prendre, j'en suis à 5 et 3 font 8, donc là on est limité à 12, non je vais me limiter à 4 unités pike and shot. Je vais ensuite prendre 2 pièces d'artillerie, que voici. Donc là on est à 4, 6 plus 3, 9. Je vais sélectionner ensuite 2 commandants. Un pour la cavalerie, un pour l'infanterie. Donc je suis à 5, 6, 11. Il me reste la place pour une unité. Et je décide que je vais prendre une unité d'arquebusiers montés, qui seront donc des cavaliers moyens, on va dire. Voilà, l'armée est composée. On va les mettre de côté et on va passer à l'armée protestante. Alors, on va composer l'armée protestante de la même façon. Alors, je vais passer sur la même base d'infanterie. 4 unités pike and shot. En revanche, je vais mettre un peu plus l'accent sur l'artillerie. Donc, je vais prendre 3 pièces. Au niveau cavalerie, je vais prendre un régiment de cuirassiers, un régiment de AKP Lites, qui sera pareil, classé en cavalerie de mêlée. Deux commandants. Donc on est à 2, 4, 4, 8, plus 3, 11. Il me reste encore une unité. Donc je vais prendre aussi un petit pack de dragons. Je pense qu'on va peut-être passer à 13 unités, ça me semble un peu léger. Donc côté catholique, je vais me rajouter une petite unité de mousquetaires, ou tout simplement peut-être un commandant, non. On va rajouter une petite unité de mousquetaires détachés chez les catholiques. Et chez les protestants, qu'est-ce qu'on va pouvoir rajouter? Peut-être des dragons. Un petit pack de dragons supplémentaires. Voilà, deuxième unité de dragons. Ce qui devrait être pas trop mal. Voilà, les deux armées sont composées, vous avez vu, ça va vite. Hein. Alors après, vous poserez la question, qu'est-ce que ça donne en termes d'équilibre? Pour l'instant, je n'ai que 5 parties à mon actif, donc j'ai pas une expérience sur le long terme. Néanmoins, je pense que, en tout cas, les mécaniques pour l'instant m'ont l'air relativement bien pensées. En termes d'équilibre de jeu pur, hein, bien sûr, hein, je ne parle pas d'historicité ici.
Mais on va pouvoir vérifier de visu comment ça se goupille. Voilà. L'étape suivante sera de désigner l'attaquant et le défenseur. Pour ce faire, on va lancer un dé pour chaque camp, les protestants en violet et les catholiques en rouge. Et le vainqueur devient l'attaquant. Normalement, il n'y a pas le choix. Si vous avez gagné le tir au dé, vous êtes l'attaquant, que ça vous plaise ou pas. 6 contre 3, ce sera les catholiques qui seront les attaquants. Alors, qu'est-ce que ça change d'être l'attaquant? Concrètement, ça vous donne un timer, c'est plus un nerf qu'autre chose en l'état. C'est un peu dommage d'ailleurs que c'est pas plus développé que ça. Donc là, l'attaquant en fait a un nombre de tours limite pour remporter la victoire. En général, c'est 10 tours, il me semble. Je vais vérifier. Ouais, 10 tours de jeu pour remporter la victoire, sinon c'est le défenseur qui gagne. Alors, il y a un deuxième avantage potentiel, mais qui est optionnel. Les règles de base stipulent qu'on tire l'initiative à chaque tour. L'auteur précise cependant que vous pouvez, c'est une faculté, opter pour la règle suivante, à savoir l'attaquant a automatiquement l'initiative à chaque tour. C'est pas une obligation. C'est à voir. Moi, personnellement, j'ai fait tous mes tests en lançant l'initiative à chaque fois. Ça fonctionne et ça permet un peu de variété. Vous verrez que il y a des avantages et des inconvénients à commencer le tour ou pas. Mais ça, on verra en cours de jeu. Ensuite, une fois que l'attaquant et le défenseur sont désignés, on tire au dé pour choisir le bord de table de l'attaquant et celui du défenseur, puisqu'on le saura avant de placer les décors. Ici, on va partir du principe que 1, 2, 3, les attaquants seront là, et 4, 5, 6, ils seront là. Donc les catholiques seront là-bas. Maintenant, on va passer à la mise en place du terrain. Pour ce faire, il y a également plusieurs solutions. La solution de base qui est donnée dans les règles de base, c'est que le défenseur place le terrain. Donc c'est lui qui choisit, il y a des lignes directrices qui sont données, c'est pas ce qu'on va utiliser ici. Moi je préfère les cartes de terrain qui sont une option et qui sont à l'arrière du bouquin, qui vous donne toute une série de cartes à copier. Et on va placer des cartes des cartes de terrain pour simuler tout ça. Précisons cependant que je relancerai, ou enfin je repiocherai toute carte qui donne une rivière parce que j'en ai pas. Et je repiocherai également si j'obtiens un deuxième terrain vide, parce qu'un terrain entièrement vide, c'est pas très drôle. Donc voilà, hein, c'est par goût personnel, mais normalement, voilà, ça peut arriver que vous ayez une grosse section de vide. Alors l'avantage du système de base, c'est que justement, vous évitez d'avoir des cartes trop vides. C'est l'avantage. Puisque le défenseur sera encouragé évidemment à prendre sans doute des décors, ou en tout cas se mettre d'accord avec son adversaire, tandis que si vous utilisez les cartes, bah, vous vous conformez aux cartes, sauf si vous les manipulez comme je fais, quoi. Donc juste, on va faire un petit topo sur le système de base. Donc le nombre limite de décors, c'est 1 à 4 pour les tables de taille petite et 2 à 6 pour les grandes tables. Le défenseur choisit parmi les décors en se limitant à 2 rivières maximum, 2 villages maximum, 3 terrains difficiles maximum, 3 champs maximum, 3 collines, 3 bois, etc. Mais bon, il a une grosse latitude. Donc il ne peut pas spammer les bois, enfin pas plus que 3 en tout cas, donc il y a quand même des limites.
Et une fois le défenseur placé, enfin, pardon, une fois les décors placés, le défenseur va placer des routes. Alors les routes sont principalement décoratives, il n'y a pas de règles associées. Euh, L'attaquant a ensuite droit à une option parmi les suivantes, enlever un terrain carrément, le déplacer de 8 tumes dans n'importe quelle direction, ou échanger avec un autre terrain, réorienter une route, ou changer la difficulté d'une colline, dans un sens ou dans un autre. Donc voilà. Donc ça permet quand même de laisser à l'attaquant un peu une certaine influence sur le décor quand même. Donc nous on va passer aux cartes, puisque ben, comme je joue tout seul, c'est peut-être mieux que je fasse les cartes, on laissera le hasard décider. Voilà, donc j'ai placé mes cartes de terrain. Donc lorsque vous utilisez le système de cartes, le nombre de cartes que vous posez est fixe en fonction de la taille de la table. Donc là, ce que vous voyez, c'est que sur une petite table carrée, puisque évidemment, ici j'utilise une table carrée parce que c'est ce qui est préconisé pour les petites tables dans les règles de base, mais vous pouvez avoir une table rectangulaire, il y a des règles pour ça aussi dans les appendices du livre de règles. Donc là, on est dans un cas de figure où il y a une table carrée, donc dans ce cas-là, c'est un quart de table égale une carte. Alors vous noterez qu'elles sont face cachée, donc on les place face cachée, puis on les retourne pour voir ce qu'on a tiré, mais également l'orientation dans laquelle ils se trouvent. Donc là, par exemple, c'est vide. Ici, c'est un champ. Alors, je vous le montre. Donc vous voyez, les cartes, je ne sais pas si on le voit, oui. Chaque carte met le décor dans un coin, ou plus vers un côté. Ce qui veut dire que quand vous piochez dans le paquet et que vous le posez, il va se retrouver dans une direction aléatoire. Ça vous permet d'avoir le décor à un endroit particulier dans le jeu. Donc là, il était comme ça veut dire qu'il y aura un champ plutôt là. On va tourner ici. Ah, du vide, on avait dit non. Hop. Tac, encore du vide. Voilà, donc là, il y aura une petite colline ici. Qu'il est de ce côté. Et le dernier, une autre colline dans le coin. Donc là, c'est un point effectivement qui est peut-être sujet à discussion, c'est-à-dire que le système est très bien pour générer. J'aime bien le système de cartes avec l'histoire des orientations, je trouve que c'est très bien. Par contre, c'est vrai que des fois, je me dis, ça manque de décor, quoi, quand même. Donc il ne faut pas hésiter à mettre du décor qui ne compte pas, quoi, vraiment des petits éléments décoratifs à droite à gauche pour que la table soit belle. Hein. Voire, par exemple, éventuellement mettre une carte supplémentaire au centre, ça peut être une idée. Mais bref, il faudra adapter, mais sur le principe, c'est ça les règles et ça fonctionne bien. Ensuite, on va passer à l'étape d'éclaireur. Donc on ne va pas tout de suite placer les décors justement parce que cette étape d'éclaireur peut avoir des conséquences sur le placement du décor. Donc lors de l'étape d'éclaireur, les deux adversaires vont prendre autant de dés, un D6 par unité de dragon dans son armée et 2 D6 par unité de cavalerie légère dans son armée. Ici, nous avons 2 unités de dragon chez les protestants. Nous aurons donc 2 dés. Et les catholiques ont une unité de dragon. Ça fait 1 dé. À ce jet, le succès est sur 5+. J'ai obtenu 2 succès côté protestants. Protestants qui sont ici, hein, je le rappelle. Ils vont donc obtenir autant de possibilités de manœuvre d'éclaireur que de points de différence entre les deux adversaires. Là, il y en a 2, puisque là, les catholiques n'ont rien fait, c'est 2-0. Donc, ils ont 2 possibilités de manipulation, entre guillemets, du déploiement et du terrain. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire durant cette étape d'éclaireur? Eh ben, le camp qui a remporté le plus de succès reçoit autant de points que le différentiel entre les 2 camps. Et il peut choisir parmi
il peut choisir un de ces avantages pour chacun de ses points d'éclaireur. Soit organiser son armée après avoir vu comment l'adversaire a organisé la sienne. Donc là, si vous vous souvenez, on a juste pris les unités en vrac, on n'a pas encore organisé les brigades. On sait qu'on a 2 commandants et qu'il faut obligatoirement un commandant dans chaque brigade, donc il y aura 2 brigades, mais la composition des brigades n'est pas fixée encore. Là, si vous choisissez cet avantage qui coûte 1 point, enfin si les protestants choisissent cet avantage, ils pourront attendre de voir comment les catholiques organisent leur armée avant de faire leur propre organisation. Deuxième avantage possible, échanger 2 cartes de terrain de taille moyenne, si on utilise les cartes de terrain, ou sinon recevoir un jeton de passe lors de la séquence de déploiement. Donc la séquence de déploiement, vous le verrez après, elle se fait brigade par brigade. Donc ça veut tout simplement dire que le défenseur pourra décider de passer et donc d'obliger l'adversaire à poser une brigade supplémentaire avant de placer lui-même la sienne. Et enfin, recevoir un jeton de passe pour les canons, puisque les canons sont déployés indépendamment du reste de l'armée. Donc là aussi, ça permet d'obliger l'adversaire à poser ses canons en premier avant de poser les siens. Et il est tout à fait possible que par le jeu des points d'éclaireur, un adversaire soit obligé de se déployer entièrement avant que l'autre ne déploie ses troupes. C'est possible. Donc voilà. Donc là, en l'occurrence, ce qu'on va utiliser comme pouvoir... Donc ici, ce qu'on va faire, je vais prendre un jeton de passe déjà. Et... je ne sais pas si ça a un intérêt d'avoir... de mettre en place ces troupes avant. Ouais, on va partir du principe que je vais utiliser 1 point pour faire un jeton de passe pour les troupes et 1 point pour m'organiser après les catholiques. Bon, on verra. Alors par contre, je trouve un peu dommage pour cette séquence, c'est que les cartes doivent être des terrains de taille moyenne pour être échangés. Je trouve ça un peu dommage. Parce que là, par exemple, donc chaque terrain donne également la taille en fonction de l'image. Je vais vous montrer. Ici, par exemple, vous avez une carte, donc une colline douce, taille L, large. Vous avez S, small, M, medium, moyenne, et L, large, donc grande. Donc ça vous dit la taille que doit avoir la colline, en plus de l'orientation. Ouais, ce qui aurait pu être intéressant, c'est en pouvoir de tourner éventuellement dans une autre orientation le décor. Ça aurait été ça à réfléchir. Ça aurait été une bonne autre option qui aurait pu être donnée pour les éclaireurs. Ça aurait été pas mal. Mais bon, on va faire avec. Donc on va placer le terrain maintenant. Alors pour le coup, j'ai rajouté une carte au milieu parce que je m'aperçois que ça fait vraiment vide et c'est un peu dommage. Hein. On est aussi là pour l'esthétique. Donc on va voir ce que c'est. Un petit bois à cet endroit-là. Voilà. Donc c'est parti, on va poser. Voilà donc notre terrain qui est placé. Donc on a nos 2 collines ici, celle-là est un peu plus raide. Le bois que j'ai rajouté là, le champ ici, vous noterez qu'on a rajouté également une route, puisqu'il est obligatoire normalement dans les règles du jeu de mettre au moins une route. C'est le défenseur qui choisit les bords qui seront connectés. Bon là je l'ai fait dans ce sens-là. J'ai mis également un peu du terrain dispersé, histoire que ce soit joli, mais ce sera purement décoratif et ça n'influencera pas outre mesure le déroulement de la partie. Voilà. On va passer au déploiement. Voilà, les zones de déploiement sont effectuées. Donc ce que vous pouvez remarquer en fait, c'est que contrairement à beaucoup de jeux que j'ai déjà présentés sur cette chaîne, les zones de déploiement sont très grandes et très confortables, très profondes. Puisque vous voyez, il n'y a que 8 tumes qui doivent séparer les 2 armées, 8 tumes. Donc je rappelle que le tume c'est la moitié de la largeur de vos unités. Donc là j'ai pris les pike and shot 6 cm, donc c'est 3 cm. 3 x 8, 24. Donc il n'y a que 24 cm ici qui séparent les 2 armées. Tout le reste c'est de la zone de déploiement. Alors la zone de déploiement est elle-même divisée en 3. Vous avez un centre qui fait 16 tumes de large et 2 ailes qui font 7 tumes de large de chaque côté. Pourquoi cette séparation? Parce que certaines unités comme les pike and shot ne peuvent pas être placées sur les ailes.
et ce pour encourager un déploiement conforme à ce qui se pratiquait à l'époque. Donc du coup, les ailes sont surtout réservées à la cavalerie et aux autres unités, aux mousquetaires détachés, etc., etc. Voilà. Donc là, comme vous voyez, il y a une énorme zone de déploiement et c'est surprenant parce que j'ai pas l'habitude, mais c'est confortable. C'est très confortable, ça permet de déployer des tactiques différentes, de jouer en case d'échecs, enfin en quinconce, ou sur plusieurs lignes. Donc c'est sympathique, ça permet des choses différentes. Et donc maintenant, on va pouvoir commencer le déploiement des deux armées. Ensuite, on va répartir les armées. Donc on va commencer par l'armée catholique. Alors je vais mettre les Bavarois et un régiment impérial. Quoique je vais faire tout simple. Bon, je vais faire des ailes mixtes. On va prendre comme ça, un pack de cuirassés de chaque côté. Ici, je vais mettre les dragons avec eux. Et tireur commandé avec cette unité. Et comme ça. Voilà. Donc du coup, côté suédois, on est au courant maintenant de l'organisation catholique. Alors on va faire en fonction. Les Suédois, est-ce qu'on a vraiment beaucoup d'options? Là, je vais faire une division d'infanterie et une division de cavale, tout simplement. Enfin, d'infanterie. Les dragons sont de l'infanterie, mais je les mettrai avec la division de cavale. Voilà, la répartition est faite. Passons maintenant au déploiement. Donc pour la phase de déploiement, c'est en deux parties. D'abord, on va déployer les différentes brigades et dans un deuxième temps, on déploiera les canons. Donc, le déploiement des brigades commence par le défenseur normalement, mais on l'a vu, côté suédois, on a décidé de s'octroyer une passe. Donc, on va passer. Et ce sera donc aux catholiques de poser leur première brigade. En deux. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va poser... on va poser cette brigade. Ici. Avec donc la cavalerie sur les flancs. Parce que la cavalerie peut aller dans cette zone-là. Et on a également des mousquetaires détachés qu'on va mettre dans la forêt. Et le commandant, lui, sera ici. C'est au tour du défenseur. Le défenseur, lui, il peut poser une de ses brigades. Je vais commencer par la brigade d'infanterie, qu'on va fort opportunément mettre au centre, puisqu'il s'agit essentiellement d'unités pike and shot, donc il n'y a pas de surprise. Et c'est très bien comme ça. Deuxième brigade catholique, sans trop de surprise, donc on va mettre le petit régiment bavarois là, et l'autre régiment impérial là, en gardant la cavalerie ici, et les dragons ici. Donc les unités pike and shot doivent rester dans la zone centrale. Ce sont les seules unités qui sont obligées de rester dans une zone en particulier. On va passer à la deuxième brigade des Suédois. Et là, du coup, comme j'ai maintenant en visu toute l'armée adverse, je me dis que, vu que j'ai rassemblé toute ma cavalerie, le point un peu faible, ce serait plus là-bas, au niveau cavalerie, puisqu'ils n'ont que des dragons et un seul régiment de cuirassiers. Tandis que là, je pourrais apporter une supériorité, donc je vais le placer, les AKP Lites et les cuirassiers ici.
Voilà, l'infanterie est placée, enfin les brigades sont placées, maintenant les canons. Donc pour les canons, c'est l'inverse, c'est l'attaquant qui doit placer ses canons en premier. Côté catholique, on a une belle colline, et on a identifié qu'il y a une menace ici, donc on va poser les canons sur la colline, et on les oriente tout de suite. Alors vous pouvez choisir attelés ou dételés. Là, on va décider de les poser, on pourra les pivoter en cours de jeu. Et ensuite, c'est les Suédois. Alors les Suédois, on va poser également sur notre belle colline. Par contre, l'objectif, ce sera plus de détruire ces unités-là. Parce que si on veut que notre percée se fasse bien de ce côté-là, il faudrait empêcher les unités Pike and Shot ici de ruiner notre cavalerie. Donc on va mettre l'artillerie suédoise sur cette colline et orienter sur la ligne catholique là. Voilà, le déploiement est fait. Il n'y a plus qu'à passer au jeu. Voilà, on va donc commencer la partie. On va enlever les dés. Voilà. Donc la première phase du jeu, enfin, de la partie jeu en tout cas, c'est le bombardement initial. Donc le bombardement initial fonctionne de la façon suivante. Tous les canons qui ne sont pas attelés peuvent tirer avant le début du jeu. Elles ne peuvent pas se déplacer ou pivoter, juste tirer. Le défenseur fait tirer ses canons en premier, puis c'est au tour de l'attaquant. Et sinon autrement, ça fonctionne comme un tir standard, donc on va pouvoir vérifier comment fonctionne la procédure de tir. Pour ce qui est du tir, comme je vous l'ai indiqué, les canons n'ont pas 180 degrés de vision. Ils ont une zone de tir qui est égale à leur largeur de socle, droit devant, mais illimitée. Là, il se trouve qu'on a, on va commencer par le défenseur, donc les Suédois, on a orienté nos canons de façon à pouvoir faire feu sur ce régiment. Donc si on utilise les couloirs de tir des socles des canons droit devant, on est tous alignés sur cette unité. On peut donc ouvrir le feu avec tous les canons. La procédure de tir fonctionne de la même façon qu'à Valor and Fortitude, puisqu'il n'y a pas d'addition des attaques de tir. Il faut désigner un tireur principal et un tireur secondaire. Le tireur principal tire avec la pleine puissance de sa résolution. La résolution des canons, c'est 2. Et les autres tireurs secondaires, ajoutent un dé en soutien. Donc on a 2 dés pour le tireur principal, il y a 2 autres canons, ça fait 4 dés en tout. Comme je l'ai indiqué, les canons touchent sur 6, quoi qu'il arrive. Donc là, aucune touche. Le bombardement suédois est inefficace. Passons aux côtés des catholiques, qui sont les attaquants donc. Donc eux, ils sont alignés sur cette unité de cuirassiers. Ils vont donc faire feu. Pareil. 2 dés de résolution pour le tireur principal, 1 dé pour le soutien. C'est parti. Ouh, ouïe, ouïe, ouïe. Alors là, les canons catholiques font très mal, puisqu'il y a 2 touches. Donc, qu'est-ce qui se passe quand 2 touches sont effectuées? Il n'y a pas de sauvegarde, je vous l'ai rappelé. C'est pour ça que ça touche sur 6 d'ailleurs. L'unité perd autant de points de résolution que de blessures infligées. Donc là, les cuirassiers ont une résolution de 3. Ils viennent donc d'en perdre 2. Ils sont à 1 point de résolution. Ce qui veut dire que s'ils prennent encore 1 point de résolution, ils sont déroutés. Et l'unité est retirée de la partie. Donc à ce jeu, il n'y a pas d'histoire de statut ébranlé et de test de morale. C'est vraiment quand vous arrivez à 0, votre unité est déroutée. Donc on verra qu'il y a une phase particulière en fin de tour de jeu pour les déroutes, mais ça ne se produira que quand il y aura effectivement des unités en déroute. Là, le premier bombardement catholique est plutôt efficace, donc voilà. Ce bombardement préalable ayant été résolu, nous passons à la phase de jeu stricto sensu avec le premier tour.
Donc après le bombardement préalable, le tour commence par un jet d'initiative. Comme je vous l'avais indiqué précédemment, l'initiative, c'est la règle de base. On lance un dé, le plus haut est le joueur actif et le second le joueur réactif. Maintenant, vous pouvez décider que l'attaquant a toujours l'initiative, ou panacher les deux. Là, dans l'occurrence, je vais partir du principe que je vais faire les jets d'initiative, mais que sur ce premier tour de jeu, je vais faire jouer l'attaquant en tant que joueur actif. Donc, ce sont les catholiques qui seront en joueur actif pour le premier tour, et les protestants en joueur réactif. Mais vous pouvez tout jouer au dé à chaque fois, ou vous pouvez faire en sorte que l'attaquant joue toujours en premier également. C'est à vous de voir. La première phase, c'est la phase de mouvement du joueur actif. Enfin, plus exactement, c'est la phase du joueur actif d'abord. Que se passe-t-il dans cette phase du joueur actif? Le joueur actif va bouger, puis le joueur réactif va tirer. Et ensuite, il y aura une phase du joueur réactif, lors de laquelle le joueur réactif va bouger, et c'est le joueur actif qui va riposter au tir. Donc, comme vous voyez, les deux, ce n'est ni un Aigo Yugo, ni une activation alternée, c'est comment dire, c'est un peu intriqué. C'est-à-dire qu'il y a une alternance de phases, mais à l'intérieur du mouvement. Commençons donc par les mouvements catholiques. Et on va commencer par la brigade qui est ici. Donc les conditions pour qu'une brigade puisse se déplacer sont beaucoup plus simples qu'à Valorant Fortitude et à Pike and Shot. Il n'y a pas de jet d'activation de la brigade ou de test de commandement à faire. Les unités se déplacent, sont activables dès lors que leur commandant se situe à 8 tumes autour d'eux. Donc c'est très généreux parce que 8 tumes, c'est ici c'est 3 x 24 cm sur cette table. Ça vous fait que le commandant il est quasiment toujours à portée, sauf si vraiment vous faites une très très grosse manœuvre ou que vous avez délibérément mis des unités très loin. Donc, à partir du moment où une unité est à 8 tumes de son commandant de brigade, alors je précise le commandant de brigade, pas le commandant d'une autre brigade, évidemment, eh ben, elle peut se déplacer. Les commandants eux-mêmes peuvent se déplacer tout seuls, évidemment. Et les unités qui ne seraient pas dans le rayon, elles doivent faire un jet de commandement. Donc le jet de commandement, il fonctionne de la façon suivante. Vous lancez un des 6 pour chaque point de résolution de l'unité. Sachant que les cavaliers légers ils réussissent ce test sur 4+, et les autres unités réussissent le test sur 6. Il vous faut au moins un succès pour pouvoir vous déplacer. Si vous n'obtenez pas de succès, l'unité ne bouge pas. Voilà, donc c'est relativement simple aussi. Donc si votre unité a beaucoup été affectée en termes de morale et de blessure par l'ennemi et qu'elle n'a plus qu'un point de morale, vous lancez qu'un des 6 et il faudra faire un 6 pour que l'unité bouge. Là aussi, vous voyez, c'est une carac unique qui impacte absolument pratiquement tout, mais ça reste à peu près logique. Effectivement, une unité dont le moral est très vacillant aura moins tendance à vouloir bouger, ce qui paraît à peu près logique intuitivement comme ça. Donc ici, on va déplacer la brigade là, il n'y a pas besoin d'épiloguer, tout le monde est dans le rayon du commandant, donc on va pouvoir se déplacer. Alors, je vais faire un petit topo sur les orientations des unités. C'est un peu différent de ce à quoi on est habitué. D'habitude, on a des angles, des arcs de 45 degrés qui donnent en gros un avant, des flancs et un arrière. Là, comme vous pouvez le constater, vous avez le prolongement du socle qui est l'avant-face, si on veut. Et ensuite, vous avez l'avant gauche et l'avant droit. Donc ça veut dire qu'en tout, ça fait un 180 degrés. Ici, vous avez les flancs. Et l'arrière se situe derrière le socle à 180 degrés aussi. Donc ça veut dire que ça a une importance déjà pour les tirs, vous le verrez. On ne tire à pleine puissance que dans le prolongement de son socle. On peut tirer sur les côtés là, mais vous serez limité à 1 dé. Ça a aussi un intérêt pour les charges, évidemment, puisque autant il est possible de charger avant gauche, avant droit ou avant face, autant il faudra prioriser l'avant face dans certaines situations. On le verra s'il y a des charges qui se produisent à ce moment-là.
Ensuite, vous avez euh, alors, les charges qui se font là sont des charges de front, si l'ennemi se trouve dans ces directions-là. La charge est dite de flanc si l'ennemi n'est ni dans l'arc devant, là, à 180 degrés, et qu'une partie se trouve dans la zone arrière, mais pas la totalité. En gros, il faut que la totalité de la zone, il faut que la totalité de l'unité soit quelque part là-dedans, par exemple, mais pas entièrement dans l'arrière. Dans ce cas-là, ce sera une charge de flanc. Ça impliquera en mêlée que l'ennemi n'aura plus qu'un dé pour toute attaque de combat. Et si vous êtes entièrement dans la zone arrière, eh ben, ce sera une charge de dos, charge arrière. Voilà. Donc voilà pour le petit topo. Précisons également que les canons, pour leur zone de tir, n'ont que une zone de tir sur le prolongement de leur socle vers l'avant. Pourquoi? Parce qu'ils ont une portée illimitée, donc en conséquence, ils doivent s'orienter droit devant. Voilà. On va pouvoir attaquer les mouvements maintenant. Passons donc au mouvement de cette brigade. Alors, quels sont les mouvements qu'on peut faire dans ce jeu? Alors, les mouvements auxquels on a droit, c'est l'avance vers l'avant, évidemment, tout droit. Ensuite, vous avez droit à la roue. Ça, c'est classique dans la plupart des wargames. La roue ici est limitée à 45 degrés. Et le pivot doit être fait en début de mouvement. Donc c'est pivot d'abord, et ensuite tout droit. Du nombre de tumes, ou moins, bien sûr, vous pouvez faire moins. Mais maximum le nombre de tumes de l'unité. Donc elle, par exemple, ce serait 6 tumes. Ça fait 18 cm. Donc ça pourrait les amener là. Donc ça, c'est la roue. Donc la roue, pivot jusqu'à 45 degrés et une ligne droite. Ensuite, vous avez demi-tour marche. Alors dans ce jeu-là, ça par contre, ça n'existe pas tellement dans les wargames, notamment les wargames fantastiques. C'est-à-dire que l'unité pivote de 180 degrés et peut se déplacer tout son mouvement, si elle le souhaite, droit devant. Après, ça fait sens, c'est plus logique et plus facile dans une formation de faire un demi-tour sur lui-même à chacun des soldats que de faire un 45 degrés avec une roue où effectivement il faut conserver la cohésion de la formation. Donc voilà. Ensuite, nous avons l'oblique. Alors, oblique, ça veut dire que vous pouvez faire un mouvement dans un angle de 45 degrés tout en restant dans la même orientation de départ. Donc là, par exemple, je pourrais faire un 45 degrés par là, en oblique, mais je dois terminer, ça ne me ralentit pas, hein, je peux toujours utiliser tout mon mouvement, mais je dois terminer dans la même orientation. Voilà. Ça, c'est l'oblique. Ensuite, vous avez le quart de tour, qui vous prend tout votre mouvement, vous ne pouvez pas bouger. Donc un quart de tour, vous prend tout votre mouvement. Effectivement, il faut ramener toute une formation pour faire un quart de tour. C'est plus simple de dire à tout le monde, faites demi-tour. Et on avance. Ensuite, vous avez le pas chassé, sideways, donc comme ça, qui est limité à un tume, pas plus, pour tout le monde. Et enfin, vous avez le mouvement de repli, donc toujours dans la même orientation, mais en arrière, où là, vous êtes aussi limité à un tume. Pour l'infanterie. Par contre, la cavalerie a droit à 3 tumes. Voilà, oui. Donc l'infanterie, 1 tume, la cavalerie, 3 tumes. Voilà les mouvements. Chaque unité dispose d'une zone qui se trouve à 1 tume de distance autour d'elle. Dans laquelle on ne peut pas rentrer à moins de déclarer une charge. Donc les ennemis ne peuvent pas rentrer dans cette zone à moins de déclarer une charge. Bon, c'est
classique, c'est l'équivalent des 1 pouce généralement qu'il y avait à Warhammer par exemple. Donc il y a cette zone-là. Et ensuite, il y a une deuxième zone qui s'appelle la zone de contrôle, qui se projette sur 3 tumes. Donc ici, par exemple, pour la cavalerie, c'est 3 x 3, 9 cm. Ici. Jusqu'à 9 cm là, il y aurait... Et elle fait pareil que pour le tir, elle fait la largeur du socle. Donc, la largeur de ce socle-là. Dans cette zone de contrôle, les mouvements ennemis sont, comment dire, ils sont contraints. C'est l'équivalent de la règle de proximité de Haile César, c'est exactement ça. C'est pour éviter que des unités se mettent devant l'ennemi et se mettent à faire des pas chassés et des mouvements pas très historiquement logiques. Donc dans cette zone-là, si vous êtes dans la zone de contrôle, à partir du moment où vous rentrez dedans, les unités ennemies peuvent soit s'arrêter, rester stationnaires, soit se rapprocher de l'unité, y compris en chargeant bien évidemment, soit repartir en arrière, soit faire un mouvement de retraite dans la position où ils sont. Quand on dit repartir, s'éloigner, ça veut dire que vous avez le droit de faire une roue éventuellement pour vous éloigner. Et le mouvement arrière, c'est celui qui consiste à faire un tume pour l'infanterie et 3 tumes pour la cavalerie directement dans l'orientation où on est. Voilà. Donc c'est tout ce que vous avez comme option une fois que vous êtes dans la zone de contrôle d'une unité ennemie. Voilà. Pour ce qui est des règles d'interpénétration, sont relativement simples. Les cavaliers légers, les dragons, peuvent se pénétrer en ligne droite ou en retraite. Les tireurs peuvent faire de même avec toutes les unités. Les canons peuvent être traversés également par n'importe qui, en n'importe quel mouvement d'ailleurs, de même que les commandants. Et les commandants, évidemment, eux, ils ont liberté de mouvement également. Voilà, donc ça c'est pour les interpénétrations. Donc ce qu'on va faire ici, on va repasser un peu en arrière pour voir un peu la situation tactique. Donc là, je vois que le flanc suédois n'est pas très gardé. Donc l'intérêt pourrait être de tenter de le déborder. Aussi, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une roue de 45 degrés avec les cuirassiers et on va avancer du maximum. Donc on a droit à 6 tumes en tant que cavalerie, 3 x 6, 18. Je peux donc faire 18 par ici. Alors le risque évidemment, c'est que l'unité pourra bifurquer pour me tirer dessus en enfilade. C'est tout à fait possible, voire peut-être même, ils ont 3 tumes de mouvement. On va arriver là, plus 3 tumes de charge. Non, il ne pourrait pas me charger, donc il n'y a pas de risque. Ensuite, cette cavalerie-ci va faire de même. 18 également. Donc là, clairement, on va faire un débordement. Ensuite, on va déplacer l'infanterie. Cette brigade. Alors, pour le coup, j'ai cherché, pourtant j'ai pas vu si la prémesure est autorisée, mais je suppose que oui, ça ferait sens. J'ai pas vu qu'il y avait de sens en termes d'activation. Alors du coup, par convention, je fais toutes les unités de la même brigade ensemble, mais en fait, je ne sais pas si c'est obligatoire. Alors, eux, ça m'arrange d'aller le plus vite possible à la rencontre de l'ennemi, donc elles vont faire un tout droit, donc elles ont 3 tumes de mouvement, 3 x 3, 9 cm, voilà, et voilà. Ensuite je vais déplacer le commandant, donc le commandant a un mouvement de 8, 3 x 8, 24, on peut arriver jusque là, on va pas l'envoyer tellement loin, on va le laisser ici. Alors les commandants, c'est assez stratégique, mine de rien, parce qu'ils apportent
une attaque en combat. Alors ça n'a pas l'air grand chose, une attaque à pike and shot, ça fait pas le café, mais là dans ce jeu-là c'est important parce que leur attaque elle touche sur 4. Donc il est très tentant d'envoyer ses commandants en mêlée. Par contre, si vous les perdez, ils ne sont pas remplacés. Hein. Donc après, vous faites des tests pour tout ce qui reste. Et en plus, ça donne ça cause une méga panique dans la brigade, on le verra plus tard, et ça donne un point de victoire à l'adversaire. Voilà. Donc pour cette brigade, c'est fait. Passons ici. Eh bien, on va continuer d'avancer aussi. Parce que là, le but, ça va être de bloquer simplement celle-ci. Je vais lui faire une roue. Je vais avancer par rapport à la cavalerie qui risque de s'approcher de nous. Et... j'ai peut-être pas intérêt spécialement à hâter la mêlée ici, donc je vais peut-être pas forcément avancer cette cavalerie. J'ai oublié le commandant. Et là, on va le laisser ici. Et on va continuer à se servir de nos canons. Voilà, le mouvement est fait. C'est donc au tour du joueur réactif de tirer. Ici, on ne va pas forcément avoir beaucoup de tirs dans un premier temps, puisque la portée de tir, c'est 4 thumes pour l'infanterie. Donc, ça fait 12 cm. A priori, personne n'est à portée. Donc, personne ne pourra tirer du côté de l'infanterie. En revanche, les canons peuvent faire feu, puisqu'ils ont portée illimitée. Sauf que là, le souci, c'est que dans mon corridor de tir de chaque canon, j'en ai désormais un seul qui peut tirer sur cette unité, un seul qui peut tirer là, et le troisième est bloqué. Donc il faudrait peut-être que je prévoie un pivot, mais j'ai quand même pas envie de perdre une phase de tir, parce que c'est assez important. Donc je vais faire tirer les 2 canons qui le peuvent. Ce canon va faire 2 tirs sur cette unité, c'est du 6+. Non. Et ce canon contre cette unité, c'est du 6+, toujours pas. Mes tirs n'ont rien donné. C'est donc au tour du joueur réactif de jouer en commençant par ses mouvements. Mes mouvements. Alors, ici, on va plutôt temporiser. On va se préparer à une charge de cavalerie éventuelle. Et là, bien on va essayer d'avancer. Donc on va faire un 45. Alors, si j'avance là, je ne pourrai pas charger, donc je ne vais pas avancer autant. Et cette unité-ci a été sacrément affaiblie. Je me suis trompé de commandant. J'ai oublié celui qui est là. Donc mon commandant, il va peut-être tenter de railler cette unité à la place. Les dragons, eux, je vais les déplacer, histoire d'être à portée de tir. Alors l'avantage des dragons, c'est que contrairement aux autres cavaleries, ils ont une portée de tir plutôt sympathique. La même que l'infanterie, donc, eh bien, nous allons faire une roue et se mettre à portée de tir, avec cette unité la même. Avec la deuxième unité, mais c'est pas grave.
Donc voilà. Ces unités-là, par contre, je vais tenter de les avancer pour les mettre à portée de tir. Du coup, je vais prendre certainement une salve de l'ennemi, mais bon, on n'a pas le choix pour se mettre à portée. Voilà. Commandant, je vais le placer là. Et c'est donc fin du mouvement pour le joueur réactif. C'est donc maintenant au tour du joueur catholique, qui est le joueur actif, de tirer, s'il le souhaite. La portée de charge est de 3 thumes. Donc, il ne peut pas y avoir de charge. Donc, autant tenter de tirer. Précisons également que si vous faites un tir, vous ne pouvez pas déclarer de charge. Cette unité, elle a celle-ci dans sa zone avant, donc elle va pouvoir tirer dessus. Et elle est à 12 pas, donc je peux déjà faire un tir avec cette unité. L'unité Pike and Shot a 4 points de résolution, ça fait donc 4 tirs qui touchent sur du 6. Il y en a un qui passe, ça fait donc une blessure. Cette unité passe donc à 3 points de résolution. Il en est de même avec cette unité-là. Alors normalement, si vous avez le choix entre plusieurs unités, vous êtes obligé de shooter ce qu'il y a devant, et sinon le plus proche. Donc ça va être celui-là. Et le tir ne donne rien. Cette unité-ci peut tirer sur les dragons. Ça ne donne rien non plus. L'artillerie catholique peut continuer de tirer sur la même unité. Donc elle va le faire avant que le commandant tente de rallier. Puisque comme vous le voyez, j'ai fait rentrer le commandant dans cette unité. On le verra à la fin du tour. Si l'unité n'est pas engagée, le commandant pourra lui rendre un point de résolution. Donc là, l'optique, c'est d'essayer avec les canons d'en finir avec cette unité. Toujours pareil, 2 dés pour le tireur principal, 1 dé pour le soutien. Non. Protestants ont de la chance. Voilà, le joueur réactif a tiré. Normalement, il y aurait une phase de morale, mais il n'y a pas eu d'unité détruite. On va simplement du coup procéder au ralliement de cette unité. Donc, pour ce qui est du ralliement, il a lieu lors de la phase de morale, c'est celle où on gère tous les effets de déroute et autres en fin de partie. Et donc, les commandants qui sont rattachés à une unité peuvent augmenter la résolution de celle-ci d'1 point. Et seulement, bien évidemment, limité à la résolution de départ. Donc, du coup, ici, notre ami a donc rajouté un point de résolution. C'est donc un nouveau tour qui commence. Et on va donc passer cette fois-ci au jet d'initiative, puisqu'on a laissé automatiquement l'initiative à l'attaquant lors du premier tour, mais j'avais dit qu'on ferait les lancers d'initiative pour tous les tours suivants, donc on va le faire. 3 et 3 on relance, 4 et 4 on relance. Voilà, 6 et 3, ce sont les protestants qui ont l'initiative. Alors, comment on va s'y prendre? Eh bien, nous allons tenter de...
ici on est à portée de tir, donc moi je serais d'avis de continuer à tirer avec ces deux unités contre celle-ci, puisqu'on a un avantage. Ici, les dragons, ceux-ci sont à portée de tir, ceux-là je vais les avancer pour les mettre également à portée de tir. Quant au reste des unités, eh bien, on va aller directement à l'attaque ici. Cette unité-là, eh bien, on va l'avancer pour essayer de bloquer l'infanterie, là. Donc, elle avance de 3 thumes, ce qui fait 9. Voilà. Un petit trou au passage. Ici, je vais continuer à tirer par là. Là, je ne suis pas forcément bien aligné avec tout le monde. Donc, je vais... Je vais tenter d'appuyer mes dragons. Je ne tirerai pas ce tour-ci. Je vais replacer mon artillerie de façon à pouvoir mettre tout le monde dans mon couloir de tir, là. En tout cas, un maximum. Donc là, c'est pas trop mal. Donc là, j'ai pivoté mon artillerie. Lorsque l'artillerie pivote, ça compte comme un mouvement. Elle ne pourra pas tirer lors du même tour. Les autres mouvements, ici, je vais attacher le commandant là, dans l'espoir de rallier cette unité, qui, je pense, va encore prendre des blessures ici. Donc ici, je me suis avancé au maximum, puisque dans l'absolu, cette unité pourrait replier. Donc, je veux vraiment être sûr de pouvoir charger quelque chose. Donc là, au moins, j'ai des possibilités. Et s'il tente de se placer ici pour me charger de flanc, cette unité pourra le charger. Donc les charges, vous le verrez, doivent être déclarées en même temps. Et certaines charges ont la priorité. Donc si je le charge, si lui me charge de flanc, mais que lui-même se fait charger de flanc, ma charge annulera la sienne. Puisque mon unité, elle, ne se fait pas charger. Vous voyez ce que je veux dire. Donc il y aura des priorités de charge. Mais on verra ça le moment venu. Après le mouvement du joueur attaquant, enfin du joueur qui a l'initiative pour ce tour, c'est donc à la phase de tir du joueur réactif. Ici, notre unité qui est là n'a pas la possibilité de tirer, ils sont hors de portée. Ceux-là peuvent continuer à tirer sur cette unité, ils vont le faire. J'ai toujours 4 dés, puisqu'ils ont toujours 4 en résolution. Et il n'y aura pas de touche, toujours sur des 6. Cette unité-ci continue. Alors, le problème c'est que si je m'engage ici dans un duel de tir, je suis à 2 contre 1. Je pourrais sortir de la zone de tir et donc empêcher l'ennemi de me tirer dessus ce tour-ci. Mais du coup, moi je ne tire pas non plus. En l'occurrence, c'est peut-être pas une mauvaise idée, donc je pars du principe que je vais essayer de faire un repli. Donc j'ai droit à une thume pour faire un repli, donc 3 cm ici. Mais ce sera normalement largement suffisant puisqu'ils étaient pile à portée. Donc là, je suis sorti de leur zone de tir, donc lors de leur phase de tir, ils ne pourront pas me tirer dessus. J'ai fait un repli. Ici, en théorie, je pourrais tirer sur les dragons, mais avec un seul dé, puisqu'ils ne sont pas directement dans le prolongement de mon socle. Et en plus, j'ai une unité ennemie qui est droit devant moi. Alors, on va se rapprocher pour le voir. Donc, ici, comme vous le voyez, dans le prolongement de mon socle, il y a ces deux unités. Donc là, j'ai deux unités qui sont directement dans la zone de tir droit devant. Et l'unité de cuirassé qui m'intéresserait dans l'absolu à blesser, elle est hors de la zone. Et donc, on avait vu, lorsque vous tirez droit devant, vous pouvez mettre full puissance. Si vous tirez dans les zones qui vont jusqu'au 45 degrés sur le côté, enfin jusqu'au 180 degrés sur le côté, là, vous ne mettez qu'un dé. Ça ne m'arrange pas trop, mais de toute manière, les règles de priorité sont claires, sauf à ce qu'il y ait une unité amie qui bloque le passage devant. Vous êtes obligé de privilégier les tirs dans la zone droit devant. Donc, bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tirer droit devant sur les dragons.
Mon unité n'a pas été endommagée, donc elle a encore tous ses points de résolution. Et oulala, c'est pas mal. J'ai fait 2 touches. Ce qui fait donc 2 blessures sur cette unité. Non, une blessure. Oui, 2 blessures. Et il en reste plus qu'une, puisque les dragons n'ont que 3 points de résolution, il me semble. Oui, les dragons n'ont que 3 points de résolution. Donc là, l'unité de dragon, elle a bien morflé. Donc ce tir a été plutôt efficace. Mes dragons là vont tirer sur les cuirassiers ici. Donc les dragons ont 3 dés de tir également. J'aurais dû les déplacer. Bon, c'est trop tard maintenant. Ouais, je suis un peu bête, j'aurais pas dû bouger cette unité, j'aurais dû d'abord terminer toutes les phases de tir. Cette unité, je vais peut-être pas la faire tirer, je vais peut-être reculer. Avec cette unité également, on va charger. Cette unité, j'aurais pas dû la déplacer tout de suite, j'aurais dû d'abord attendre de faire l'ensemble de mes tirs. Cette unité a tiré. Ces deux-là, celle-ci pouvait tirer, ça a été fait. Donc il me reste mon artillerie. Alors l'artillerie est normalement encore bien alignée. Ah non. Si. Donc ceux-là et ceux-là vont tirer sur cette unité. Avec un peu de chance, si j'obtiens 2-6, ça règle la question. Non, rien du tout. Donc mon artillerie a tiré sans succès. Les tirs du joueur réactif sont faits. On passe au mouvement du joueur réactif. Donc ici, je vais reculer de 3 thumes, puisque ça a un mouvement de cavalerie, bien que ce soit de l'infanterie. Et je me mets donc hors de portée. Donc ici, si je charge à partir de là, je serai de face, a priori. Puisque je rappelle que l'angle de vue c'est 180 degrés, donc je les vois, ils me voient. Donc je vais rester où je suis pour faire une contre-charge, puisque c'est à mon avis ce qui est le mieux. L'autre possibilité, l'autre possibilité étant, comme je ne suis pas dans la zone d'interdiction ennemie, je pourrais éventuellement, oui, je ne traverserai pas la zone tampon de 1 thume autour de l'unité. Ah oui, je pourrais tenter ça. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire une petite roue et je vais simplement avancer comme ça, de façon à me mettre à portée de charge ici. Donc là, je vais forcer plus ou moins la charge là. Et je vais en profiter pour déplacer mon commandant de manière à ce que lui-même puisse se préparer à charger. Donc je vais le mettre là derrière. Les commandants seront importants puisqu'ils apportent un dé de combat mais qui touche sur 4+. Donc c'est une chance de touche importante, même si elle est limitée à 1 dé. Et comme il y a un commandant adverse ici, histoire de rééquilibrer les stats, on va ramener le nôtre pour pouvoir charger en même temps. Ensuite, on va passer ici. Là, on va pas s'embêter. Je vais poser ma première unité de cuirassier ici, tandis que l'autre unité, je vais faire une roue et me déplacer au maximum ici pour passer sur leurs arrières. Je vais pas tout de suite charger, je vais attendre parce que là j'ai l'avantage en termes de mobilité. Enfin, les 2 régiments qui sont là, celui-ci a effectué son tir, donc il ne pourra pas déclarer de charge, mais c'est pas grave. L'essentiel, c'est de pouvoir avancer. Avancer comme ça, et comme ça. Non, pas trop quand même. Donc là, éventuellement, il pourrait me charger. Mais c'est pas grave s'il le fait, puisque ce sera de face. Et ça laisserait des ouvertures de charge à mes cavaliers.
Voilà, le mouvement est fait pour le joueur réactif. On va pouvoir passer aux phases de charge. Alors je vais un peu vite en besogne parce qu'il y a encore la phase de tir de l'attaquant, enfin du joueur actif. Donc ici, je peux rendre la monnaie de sa pièce à cette unité. Cependant, c'est un choix à faire. Si je tire, je ne peux pas charger. Donc soit je reste sur place et je tire, soit je les charge. Est-ce que j'ai vraiment un intérêt à les charger? Je ne pense pas. Parce que cette unité-là ne peut pas me charger. Mais elle viendra le tour d'après et je risque d'être en mauvaise posture. Donc c'est peut-être pas une bonne idée. Je vais tirer avec cette unité. Alors, cette unité n'a aucune cible directement dans le couloir de tir droit devant, mais je peux tirer, rappelez-vous, à 1 dé ici. Ça peut être un dé de soutien, donc je vais le faire. Lui, ce sera le tireur principal avec 3 dés. Ceux-là seront les tireurs secondaires. Parce que là, je ne vais pas aller courir après cette unité qui se dérobe. Cette unité-ci, eux, sont sortis de ma zone de tir. Je peux cependant ouvrir le feu sur ceux-là, sachant que ces deux unités vont déjà le faire. Donc on va utiliser en tireur principal ces dragons-là qui n'ont pas été mis en difficulté. Et je vais prendre les deux autres en unité de soutien. Ce qui me fera donc suffisamment de dés pour éventuellement causer des dégâts. Et ne pas oublier que nous avons également l'artillerie qui est là-haut, qui peut potentiellement également tirer sur eux. Non, je dis des bêtises, je les ai tournés, donc ils ne pourront pas tirer. Donc oui, il n'y aura que eux. Ensuite, ici, mon unité peut effectivement tirer contre les cavaliers. Ben, j'ai rien de mieux à faire, je vais, à moins que j'aille m'encastrer là-dedans, mais je me ferai prendre de flanc. Donc je vais tirer par là. Ici, il n'y aura pas de tir, il y aura des charges. Donc c'est parti, allons-y pour le tir. Donc normalement la convention c'est qu'on commence par résoudre les tirs à la droite du joueur actif, enfin du joueur dans ce tour. Donc on va commencer par là. Donc cette unité va tirer avec ses 3 dés, auxquels on va rajouter le dé de soutien de lui. Et le dé de soutien de lui. Ça fait quand même 5 dés, c'est pas mal. On va voir ce que ça donne. Et bien ça donne rien du tout. Ouais, plus vous lancez le dé, forcément, plus c'est pourri. Donc là, ces unités ont tiré, ça donne rien. Ensuite, cette unité et cette unité, on avait dit qu'on tirait là. Cette unité sera le tireur principal, ils ont 3 dés. Et celui-là est en soutien, 4 dés. Rien non plus. Et enfin, cette unité tire là-bas. Ils ont toujours leurs 4 points de résolution. Ils sont intacts. 4 tirs. Voilà. Une bonne salve. 2 dégâts. Les cuirassiers ici prennent la foudre. Donc là, ça me donne une petite option sympathique. Ils vont faire moins les malins et ce sera plus compliqué pour eux de déclarer une charge, en tout cas sans soutien. Voilà pour le tir, c'est fait. On va passer maintenant à la phase de charge. La phase de charge n'est pas alternée. Les joueurs la déclarent tous en même temps. Donc le mieux c'est d'avoir des marqueurs pour indiquer qui va charger, donc je vais en chercher. Donc on va déclarer déjà les critères pour pouvoir charger. Donc il faut 3 tumes de mouvement, 9 cm ici. On a droit à une roue au début du tour pour pouvoir s'aligner face à la cible. Et après, c'est en ligne droite. Et en cas de contre-charge, c'est-à-dire si l'unité en face est en capacité de charger également et que l'adversaire déclare également une charge, les deux unités se retrouvent à mi-distance. Les autres critères, il ne faut pas avoir tiré, donc pas avoir de marqueur de tir, ici les cotons. Ne pas avoir fait de mouvement de retraite, donc en arrière. Donc
Par exemple, cette unité-là, elle ne pourrait pas décider finalement de charger là, les dragons, puisqu'ils se sont justement dérobés à la charge en reculant. Il ne faut pas être soi-même engagé en mêlée, ça c'est logique. Et il faut être en capacité, bien sûr, d'engager l'ennemi qu'on veut charger. Voilà. Autre chose à prendre en jeu, si une unité, autre qu'un commandant, a des ennemis à portée de charge droit devant, ils doivent charger en priorité ses ennemis droit devant, sans changement de direction de préférence. Si l'unité n'a personne droit devant, alors on peut utiliser la roue pour attaquer les ennemis qui sont vers l'avant, mais pas dans le prolongement. Hein. C'est comme pour le tir. Donc ce qui est dans le prolongement doit être attaqué en priorité. Sinon, c'est sur le reste du front dans les 180 degrés. Voilà. Les commandants peuvent également charger. Alors les commandants ne chargent pas tout seuls, ils chargent avec une unité. Ils vont donc intégrer une unité qui charge ou rejoindre une unité qui était déjà au combat. Voilà. Ce qui veut donc dire que si l'unité est passive, c'est-à-dire qu'elle ne déclare pas de contre-charge, techniquement un commandant ne peut pas rentrer dedans. Donc voilà. Donc on va déjà poser et déclarer toutes les charges des deux camps. Alors ici, eux n'ont plus d'unité à portée de charge, ils sont incapables d'atteindre qui que ce soit, donc pas de charge. Je vais voir s'il y a un sens. Non. Bon. Alors, cette unité va charger ces cuirassiers, qui vont riposter en chargeant également. On l'avait prévu. Aucune de ces unités ne peut charger l'une l'autre puisqu'ils ont tiré. Ces deux unités ont tiré, celle-ci est trop loin. Ces deux unités se sont tirées dessus, elles ne peuvent pas charger. Cette unité peut techniquement charger, il me semble. Je crois qu'elle est à 9 de cette unité-là. Donc, elle pourrait engager le combat, mais elle serait sans soutien. D'un autre côté, ça peut éventuellement acheter un peu de temps à mon unité, c'est pas idiot. Donc, cette unité va déclarer une charge. Elle sera frontale, puisque, comme vous le voyez, les 180 degrés vont jusque là. Donc, ce sera une charge vers l'avant. Cette unité est trop loin. On l'a fait exprès, mais du coup, on a morflé en tir. Cette unité ne voit pas les dragons qui sont là. Attendez, je crois qu'on n'a pas vu exactement. Donc cette unité va charger celle-ci. Les dragons là, enfin les arquebusiers montés ici ne peuvent pas charger, parce qu'ils ne voient pas. Ceux-là sont trop loin. Donc on va se contenter de la charge de cette unité. Vu que cette unité va charger, je vais décréter que mon commandant charge également. Les commandants ont un mouvement de 8, mais la charge, ils sont au même régime que les autres, c'est-à-dire 3 pouces. Là, il faut qu'ils atteignent l'unité lorsqu'elle sera en charge, donc ce sera possible. Et je crois que toutes les charges ont été déclarées. On va passer au stade suivant. L'étape suivante, c'est de vérifier les charges qui en annulent d'autres. Parce que ça peut arriver. Donc certaines déclarations de charge peuvent annuler celles de l'adversaire. Toute charge à laquelle une unité ne peut pas répondre, soit par une contre-charge, soit par autre chose, annule toute déclaration de charge par cette unité. Et en sachant également que les cavaliers sont prioritaires, donc une charge de cavalerie annule toute charge déclarée par l'infanterie. Donc les dragons aussi, hein, parce que je rappelle que les dragons, même s'ils ont un mouvement de cavalerie, ils sont considérés comme infanterie. Donc si par exemple des cuirassiers chargent des fantassins, eh ben, la charge des fantassins est annulée. C'est les cuirassiers qui chargent. Voilà. Et ensuite nous avons une étape d'évasion possible à certaines unités. Donc c'est un mouvement qui permet d'éviter d'être chargé et qui n'est de toute manière ouvert qu'aux cavaliers légers. Ici il n'y en a pas, donc on ne le fera pas. Ensuite, eh bien, on fait les mouvements de charge. Donc aucune de nos charges n'était susceptible d'être annulée, puisque à chaque fois, la seule qui aurait pu générer une contre-charge, donc une contre-charge c'est possible. Pour ce qui est des charges, enfin des déplacements
d'abord, on bouge la cavalerie du joueur actif. Donc ça devrait être les cuirassiers. Mais comme ils font une contre-charge avec eux, ils se retrouvent à mi-chemin, rappelez-vous. Donc là, à mi-chemin. Boum. Ensuite, nous déplaçons la cavalerie du joueur réactif. Donc, le joueur réactif, c'est catholique, il n'y a pas de charge, donc on passe. Puis ensuite, l'infanterie du joueur actif. Donc l'infanterie, on avait vu, il y en a une qui a été déclarée ici. Donc cette unité charge celle-ci. Alors je fais des bêtises parce que techniquement il n'y a pas d'alignement, il me semble. Donc on a droit à une roue pour contacter juste ce qu'il faut. Et il faut, lorsqu'on fait une roue, prendre uniquement le strict nécessaire. Puis on fonce droit devant. 3 tumes, ça fait 9 cm, on y est, boum. Et donc là, on peut constater que l'unité est majoritairement dans l'avant, donc c'est une charge vers l'avant. Pour pouvoir déclarer une charge sur les arrières, on va voir comment ça se passe. Pour déclarer une charge sur les arrières, enfin, d'abord sur le flanc, on va dire. Il faut entamer le mouvement derrière la ligne de front, la ligne, celle-là. Il faut entamer sa charge à l'arrière. Et si l'unité est complètement dans le couloir arrière, là c'est une charge d'arrière. Donc rappelez-vous, si l'unité charge alors qu'elle est complètement dans le couloir ici, c'est une charge de flanc, et si elle est complètement dans le couloir arrière, c'est une charge d'arrière. Tout le reste, c'est considéré comme une charge vers l'avant. Voilà. L'infanterie, c'est fait. Donc, après les charges d'infanterie, la charge d'infanterie du joueur réactif, il n'y en a pas. Si, pardon, j'ai fait une bêtise. Le joueur réactif, c'était lui. Donc, il n'y avait pas de charge du joueur actif, mais une charge du joueur réactif. Donc, voilà. Ensuite, les commandants du joueur actif. J'ai oublié d'en déclarer une. On va dire que je l'ai fait. Il y a celle du... Ah non, il était de toute façon attaché à cette unité. Bref, il y a ce commandant qui allait là. Les autres commandants, il n'y en a pas. Donc on va passer au joueur réactif. Donc pour finir, les commandants du joueur réactif. Donc il faut avoir 3 tumes avec, de distance avec l'unité qu'on veut accompagner. C'est bon. Tac. Et ici, on va accompagner cette unité. Tac. Les charges ont été résolues. On va donc pouvoir résoudre les mêlées. Alors juste une petite précision par rapport à l'orientation des charges. Le bouquin distingue la zone, les charges droit devant et les charges devant sur les côtés. Hein. Donc c'est-à-dire celles qui sont hors du couloir mais qui sont quand même vers l'avant. En termes de jeu, ça n'a pas de conséquences. On obtient un malus uniquement lorsqu'on est chargé de flanc. Comme je vous l'ai dit, pour charger de flanc, il faut que l'unité qui charge commence derrière la ligne de front de l'unité. Donc là, lorsque ça arrivera, l'unité qui défend, qui se fait charger de flanc, n'aura plus qu'un dé de combat, quelle que soit sa résolution. Et pire encore, si quelqu'un commence dans son couloir arrière et le charge, là ce sera une charge d'arrière, c'est compliqué à mettre en œuvre, mais ça peut faire très mal. Et là, elle aura 0 dé, c'est le seul cas de figure où elle aura 0 dé. Voilà. Donc, ici, effectivement, c'est pas techniquement une charge d'avant, droit devant, c'est une charge avant-côté, quoi. Je sais pas comment traduire, c'est tout flanc, tout front flank, ils disent en anglais, je vois pas comment le traduire de façon élégante, bref. Ça veut dire que c'est pas dans le couloir, c'est pas une charge qui vient du couloir, c'est une charge qui vient de l'avant en restant. Mais en termes de jeu, ça n'a pas de conséquences.
Alors, on attaque les mêlées. Donc, dans le cas des mêlées, on considère que toute unité qui est en contact socle-à-socle est en mêlée, par le résultat d'une charge ou pour avoir été pris en mêlée depuis le tour d'avant. Toute unité qui est en contact participe à la mêlée, mais seule une unité en particulier donc va utiliser toute sa résolution en termes de dés et les autres seront en soutien comme pour le tir. Pour ce qui est de l'ordre des mêlées, on commence toujours par le côté droit de l'attaquant. L'attaquant étant les Suédois, on commence donc de ce côté-ci. Alors j'ai fait une erreur qui n'aura que peu de conséquences, en l'occurrence. Il y a une règle qui dit que si une unité n'a pas de support, alors je parle pas du support en mêlée, hein, pas attaquant, enfin c'est des termes différents. Il y a l'attaquant secondaire qui est au contact de l'ennemi et qui rajoute donc un dé, je ne parle pas de celui-là. Il y a également la notion de support. Le support, c'est une unité de même type, donc cavalerie supporte la cavalerie, infanterie supporte l'infanterie, qui se trouve dans la zone de 4 thumes, dans le couloir arrière d'une unité. Si vous avez un support, vous combattez normalement, sinon vous retirez un dé. Donc normalement, j'aurais dû retirer un dé à chacune des unités. Bon, comme je l'ai oublié pour les deux et que les deux n'ont pas de support, ça change rien, on va dire, c'est pas grave. Mais il faudra se rappeler de ça pour la prochaine. Donc reprenons. Si un des camps a mis plus de blessures que l'autre, il est vainqueur et l'adversaire doit replier d'un mouvement pour l'infanterie, enfin d'un thume pour l'infanterie et 3 thumes pour la cavalerie. S'il y a le même nombre de blessures, c'est une égalité. Ici, il y a eu le même nombre de blessures, c'est une égalité. Donc ce combat-là s'arrête là. On reste coincé en mêlée, locked in mêlée. Passons maintenant au combat entre les deux tertiaux qui sont là. Donc il y a les impériaux là et les protestants là. Ce qu'on va avoir ici, c'est 4 dés, puisque là aussi il n'y a que 2 unités impliquées, donc les deux sont attaquants principaux. 4 dés pour les catholiques, moins 1 parce qu'il n'y a pas d'unité en support, donc 3. 4 dés pour les unités protestantes, moins 1 parce qu'il n'y a pas d'unité en support, donc 3. Mais 1 dé en plus, en raison du commandant catholique qui a rejoint le combat. Ça fait donc tout ceci à lancer. Et on va voir ce que ça donne. Une fois de plus, c'est pas terrible. Ah oui, j'ai oublié de préciser. Donc les unités Pike and Shot touchent sur 5+. Dans quasiment tous les cas de figure, il me semble. Non, elles touchent sur 6, ils sont en terrain difficile, ce qui est logique, ça va être malaisé de combattre avec des pigs dans une forêt, mais sinon autrement c'est toujours 5+. Donc là, il n'y a eu aucune touche nulle part, sauf une du tertio catholique. Ça nous fait donc une blessure pour eux, ils perdent donc un point de résolution, descendent donc à 3. Ils ont perdu le combat, ils sont obligés de faire un repli. Et d'ailleurs, vu que le commandant catholique était attaché à l'unité, il aurait pu subir des blessures, mais comme le tertio protestant n'a pas mis de blessure au tertio catholique, il n'a pas besoin de faire de test pour savoir s'il a été blessé. Le mouvement de repli en mêlée est un mouvement de retraite vers l'arrière, sans possibilité de réorientation. Donc là, ce sera droit dans le prolongement arrière. Précisons que si une unité ne parvient pas à faire ce mouvement de retraite parce qu'il y a des amis ou des ennemis qui bloquent le passage, elle n'est pas détruite, elle est simplement considérée comme coincée au combat. C'est tout, et elle restera sur place. Ici, il y a le mouvement, donc l'unité a droit à un mouvement de 1 thume pour le repli lorsqu'elle est infanterie, et 3 thumes si elle avait été cavalerie. Donc ici, c'est de l'infanterie, ça recule. Voilà qui est fait, on a terminé le tour. Passons à la phase de morale. Il y a effectivement au niveau du moral, il n'y a pas d'unité qui a été détruite. Alors je viens de me poser une question et j'ai
pas trouvé de réponse explicite dans le livre, c'est la question, il est précisé que les commandants peuvent rallier automatiquement un point de résolution à leur unité s'ils y sont attachés, mais je n'ai pas vu de restriction au fait de le faire lorsqu'ils sont en mêlée. J'ai un peu cherché vite fait, j'ai pas trouvé. Donc si je m'en tiens à la règle stricto sensu, vous pouvez le faire, ce qui veut dire que finalement, la mêlée là où il y a une blessure de chaque côté, mais où les deux commandants ont survécu, eh ben, finalement n'aura rien donné, puisque les deux commandants, techniquement, peuvent se rajouter un point de résolution sur chacun d'entre eux. Autre commandant qui est attaché, c'est ici, qui peut effectivement également rallier cette unité, et donc rendre un point de vie. Voilà. Il n'y a pas d'autre morale, donc on passe au tour suivant. Alors déjà, le jet d'initiative pour savoir qui sera le joueur actif. Alors cette fois-ci, les catholiques seront joueurs actifs. On peut retirer les marqueurs à la fin du tour. Alors, côté catholique, on va faire un petit tour sur l'ensemble du champ de bataille. On peut remarquer qu'ici on est plutôt pas trop mal. Alors les cuirassiers ont pas mal subi. Néanmoins, cette unité-là est bien placée pour effectuer une charge de soutien avec le soutien de cette unité-là. Donc ce qu'on va peut-être faire, c'est cette fois-ci on va pas envoyer le commandant, on va l'envoyer là-bas pour rallier cette unité parce que perdre une unité ça peut vite être embêtant. Et si jamais il devait y avoir un malheur en mêlée, ça pourrait avoir des répercussions sur le reste de la brigade. Ici par contre, l'ennemi à la haute main, sa ligne est bien installée. Là c'est un peu le désordre. Donc ici on va peut-être temporiser un peu, ramener peut-être cette unité à portée de tir. Ici en revanche, on va avoir la possibilité de charger ici, mais ce serait une charge. Je pense pas qu'on arrivera à passer entièrement de l'autre côté, ça pourra pas être une charge de flanc. De plus, il y a ces dragons, on pourrait peut-être essayer de les terminer, puisqu'il leur reste un point de résolution. Et malheureusement, là, on a une cavalerie qui passe dans notre dos, et ça, c'est pas bien. La possibilité, ce serait de les attaquer avec les dragons, mais les dragons ne touchent que sur du 6. Donc là, ça pourra juste les retarder un petit peu. Ou alors, à mon avis, plus utile, leur tirer dessus pour essayer de leur mettre un peu de blessure. Et tourner évidemment les canons pour faire face. Mais je pense que, parti comme c'est, ils risquent d'aller vers les canons. Donc les dragons, ça tombe bien qu'on ait l'initiative. Si on avance pour être certain d'être à 4 thumes, on pourra bloquer les mouvements de l'unité de Acapelites qui est là. Puisque, je vous le rappelle, la zone dans le prolongement de l'unité jusqu'à 3 thumes, pardon, c'est 3 thumes, est une zone de blocage. C'est l'équivalent de la règle de proximité de Black Powder Pike and Shot. Donc si on avance notre unité, évidemment, bon, le risque c'est qu'on va se faire charger, hein, parce que si vous vous mettez à 3 thumes pour bloquer l'unité, 3 thumes c'est la distance de charge, donc vous lui permettez de charger, mais ça peut permettre à nos canons de se pivoter et éventuellement de bombarder l'unité le tour d'après, et avec un peu de chance, si elle a perdu des blessures, ça se tente. Donc voilà, on va faire ça. Donc là, j'ai avancé un petit peu cette unité pour être certain que cette unité, lors de son tir, ne pourra tirer que eux. Le commandant, lui, il va tout de suite rejoindre cette unité pour pouvoir la rallier à la fin du tour. Et ici, il faut que je laisse un thume de tampon entre cette unité. Je n'ai pas le droit de m'approcher à moins d'un thume d'une unité sans la charger. Donc là, on va essayer d'être... On va faire une roue. On va se mettre là, de façon à nous ménager une charge de flanc. Donc là, de toute manière, parti comme c'est, même s'il tourne, il offre le flanc à quelqu'un. Donc, on se met bien. Cette unité, évidemment, ne bougera pas.
Là, je reste à portée de tir, je vais tirer. Là, je vais avancer, je vais me mettre à portée de tir, tant pis. À la rigueur, je vais essayer de me mettre pile à portée de tir de celle-ci, qui est légèrement en avant, histoire d'empêcher celle-là de tirer. Et là, là, je vais avancer. J'ai droit à 3 tumes, je vais avancer jusqu'à 1 tume de distance de cette unité-là. Et donc, comme ça, elle n'aura que la possibilité de fuir, ou de rester sur place et éventuellement de mourir. On verra. Mais là, je mets une pression sur cette unité-là. Et donc ici, on a dit, on approche les dragons à portée ici. Tant pis. Je vais simplement me mettre en protection. Et mon artillerie sera repivotée afin de pouvoir shooter à pleine puissance celle-ci. Alors, le problème, c'est que l'artillerie ne peut tirer que dans, que dans le prolongement. Hein. Eux, ils n'ont pas la possibilité de tirer sur le côté. Donc, un canon, c'est bien, parce que ça a une portée limitée. Mais, il faut être pile poil devant la cible. Donc là, je fais un choix. Le choix, ça va être de taper là-dedans. Voilà, les mouvements sont a priori faits. Ça va être le tour du joueur réactif qui va pouvoir donc tirer en réaction à mes mouvements. Voilà, pour ce qui est du tir, on va tirer ici, 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 ici. Du coup, on ne chargera pas, mais bon, le but, c'est essayer de faire du dégât. Commençons donc par ici. Avec éventuellement les dragons. Donc, les dragons là, donc, on va déjà vérifier un truc. Donc, ici, dans le prolongement, l'unité n'y est pas. Donc cette unité ne peut pas tirer à pleine puissance. Ce sera eux, mais eux n'ont qu'une résolution de 1, donc ils auront 1 dé. Donc ça fera 1 dé plus 1 dé de tireur secondaire. Bon, c'est pas génial, mais on peut pas faire mieux. Ouf, 2 touches. Ah bah dis donc. 2 touches. Eh bien, ça, c'est plutôt inespéré. Là, les dragons étaient très très efficaces. C'est pas mal. Ici. Alors, ici, pareil, dans le prolongement. Donc, cette unité-là, elle est bien dans le prolongement. Donc, on peut tirer avec cette unité. Celle-là ne l'a pas. Donc, ce qu'on va utiliser, c'est cette unité en tireur principal, cette unité en tireur secondaire. Ils sont full, donc ils ont 4 dés. Plus 1 dé de soutien, ça fait 5. Et il y a 2 touches aussi. Les salves suédoises font mal. Enfin, il y a l'unité là. Donc ici, nous avons ceux-ci également, pleine puissance là-dedans. Donc eux, ils sont tout seuls, 4 dés. Rien du tout. Eux n'ont que 3 de résolution, donc ils n'ont que 3 dés. Et là, vos dés, c'est votre résolution. Rien du tout. Voilà, les tirs ont été faits. Maintenant, c'est au tour du joueur réactif de bouger ses unités, s'il le désire. Alors, pour ce qui concerne cette unité-là, de toute façon, risque d'être chargée de flanc. Parce que si on tourne, et là, on peut vraiment pas... quoique, j'aurais dû le reculer jusqu'à 3 tumes. Hein. Mais bon, bref. Si je tourne, je serai de flanc de E, donc ça va pas changer grand-chose. Est-ce que je peux éventuellement... Non, je peux pas m'approcher à plus de 1 tume de cette unité, donc je pourrais pas sortir de leur zone. Donc éventuellement, je peux faire un recul de 1. Histoire de... Oui, avec 1 tume, je peux peut-être les remettre dans mon angle avant et donc m'éviter la charge de flanc. C'est peut-être ce que je vais faire. Je vais reculer donc de 1 tume, on va voir si ça suffit. 1 tume, 3 cm. Voilà. Et ça suffit à les remettre dans mon angle. Donc ce ne sera pas une charge de flanc.
Donc il pourra contacter mon flanc, mais je n'aurai pas le malus de flanc. Ensuite, est-ce que cette unité-là, je veux la bouger? On ne peut pas charger du coup, puisqu'on a décidé de tirer. Donc ici, je pense que je vais juste pivoter cette unité de cette manière. Alors j'ai pas pu faire tirer mon artillerie. Je vais donc la pivoter. Parce que j'avais pas de cible. Hein. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va éventuellement tourner dans ce sens-là. Que c'est un pivot techniquement, ce n'est pas un déplacement. On va se déplacer, pivoter. Alors ici, on ne peut pas faire grand chose. Cette unité est coincée par les zones tampons, donc je ne peux pas passer là. En plus, j'ai un ennemi droit devant qui me bloque. Donc je vais juste avancer puisque je suis obligé de reculer ou d'avancer vu que je suis dans la zone de 3 thumes dans le prolongement de l'ennemi. Voilà, ce sera tout pour le mouvement. On va pouvoir passer au tir de l'attaquant. Alors, côté attaquant, faisons le point. Ici, je vais charger en mêlée, donc je ne vais pas tirer. Ici, je crois que je vais charger en mêlée aussi, donc je ne vais pas tirer. Ici, je suis bien affaibli, j'ai pas du tout intérêt à charger en mêlée, donc je vais tirer, même si mon tir sera sans doute faible. Là derrière, ici, alors soit je tire, mais je toucherai sur du 6, il faut que je fasse au moins un 6 pour toucher ça, soit je vais en mêlée. Et dans ce cas-là, certainement cette unité va aller en mêlée également avec eux. Le truc c'est qu'en mêlée je touche sur du 5, donc je peux plus facilement obtenir la blessure nécessaire. Donc je ne vais pas tirer, je vais aller en mêlée. Ici mes dragons, c'est pas du tout mon intérêt d'aller en mêlée, ils sont mauvais en mêlée. Les dragons qui sont là. Donc je vais tirer. Alors en me rapprochant d'eux, j'ai un peu bloqué le tir de cette unité, puisqu'il n'y a qu'un seul des deux canons qui va pouvoir me tirer dessus. Alors, on va faire tirer un des canons, celui qui est bien aligné. Ainsi que les dragons. Les dragons au 3D, je vais faire tirer les dragons. Et je rajoute un dé de soutien du canon. Ça fait 4 dés. Ah, 2 touches. Les tirs sont assez meurtriers. Hein. Donc les Acapelites prennent 2 blessures, ils n'en ont plus qu'un. Ce qui compromet fortement la charge. Ensuite, ici, il n'y avait pas de tir. Ici, on avait dit on tirait. Donc la cible, c'est dans le couloir. On a le choix entre les deux. On va prendre cela. Il me semble d'ailleurs qu'on doit cibler le plus proche dans ce cas-là. J'ai plus que 2 points de résolution. Ça ne fait plus que 2. Et je touche quand même. Donc, je cause un peu de dégâts à cette unité. Celle-ci, on va charger. Et ici, on va charger. Donc c'est fini pour les tirs. Passons à la phase de charge. Donc, phase de charge. Comme prévu, cette unité va charger. Cette unité va charger. Cette unité va charger. Cette unité va charger. C'est surtout côté catholique que ça charge. Là, est-ce que j'ai encore envie de charger? C'est une bonne question. J'ai un bon toucher, je vais le tenter. Allez, c'est peut-être du suicide, mais on est là pour jouer. Et au niveau des commandants,
je ne peux pas charger avec mes commandants. Celui-là est déjà en mêlée. Donc ce sera tout. En fait, il n'y a, à l'exception des Acapelites qui font une charge plutôt suicidaire, je crois qu'il n'y a que des charges catholiques. On peut donc les résoudre. Donc celle-là, on a vu, l'unité n'est plus... n'est plus entièrement derrière la ligne de front, donc c'est une charge qui se fait matériellement sur le flanc, mais on ne compte pas le bonus de flanc, puisqu'ils l'ont vu venir. Ensuite, cette unité de face, enfin, il n'y a pas d'alignement, c'est vrai, c'est l'habitude. Cette unité de face, et cette unité également de face. Les Acapelites vont charger également. On va voir si l'audace paye. Voilà, les mêlées ont été faites. Il me semble que c'était les catholiques qui étaient attaquants. Donc on va commencer à la droite du joueur catholique, c'est-à-dire à partir de là. On commence donc par cette mêlée. Alors, dans cette mêlée, la cavalerie a un meilleur bonus pour toucher, donc nous avons tout intérêt à utiliser la cavalerie. La cavalerie, on va l'utiliser comme attaquant principal. Elle a 3D, moins 1 parce qu'ils n'ont pas de soutien arrière. Donc 2D, mais ils touchent sur 4+. Et eux apporteront un dé de soutien à 5+. Alors, il y a une touche de la part du soutien. Donc je l'ai mis à part parce qu'il touche sur 5+. Hein. Donc les soutiens, vous les mettez à côté, hein, c'est 5+. Si deux unités n'ont pas le même bonus pour toucher, c'est pas comme dans d'autres jeux où les soutiens ils ont un jet fixe où leur soutien se rajoute à l'attaquant principal. Ici on distingue bien les attaques des deux, même quand elles sont en soutien. Une touche des cavaliers, une touche des pike and shot, ça fait 2 dégâts sur notre unité qui en avait déjà pris 3, il leur en reste 1. Ensuite, riposte protestante, ils étaient à 3D, ils n'ont pas de soutien non plus, donc 2D. Et ils ne touchaient pas du tout, donc il n'y a aucun dégât infligé. C'est donc une victoire catholique, puisqu'ils ont remporté le combat avec 2-0. Donc cette unité est obligée de faire un jet de retraite de 1 tume en arrière. Voilà. On va passer à l'autre unité. Celle-ci. Donc là, les deux unités combattent à pleine puissance. Aucune des deux n'a de... Ah, si, il y a une unité qui a un soutien. Ah non, on n'a pas de soutien. De pas beaucoup, mais elle n'en a pas. Elle aurait éventuellement pu, si elle s'était orientée un peu plus vers là, elle aurait pu avoir le soutien de cette unité. C'est pas le cas. Donc les deux unités n'ont pas de soutien, donc c'est un dé en moins pour chacune d'entre elles. Donc 4 moins 1, ça fait 3 dés chacun. Auquel je rajoute un dé pour le commandant protestant qui est toujours intégré dans l'unité. Et ça nous donne que aucune des attaques protestantes n'a touché, à l'exception de celle du commandant, qui aura bien motivé ses troupes. Donc ça fait un dégât sur eux. Par contre, côté catholique, il y en a 2 qui passent. Donc ça fait 2 blessures pour l'unité là. On passe donc à 2. Défaite protestante, donc ils sont obligés de reculer. Ils le peuvent, donc ils le font. Passons à la mêlée suivante. On a donc ici une infanterie qui a subi pas mal de pertes. Elle n'a que 2 dés, elle n'a pas de soutien, ça fait 1 dé. C'est vrai que j'avais oublié cette histoire de soutien quand j'ai déclaré la charge.
Les dragons non plus ne sont pas soutenus. Par contre, ils peuvent pas avoir moins qu'un dé, sauf s'ils sont attaqués en arrière. Donc ils ont au moins un dé minimum. Et ils ont un dé de soutien des autres dragons. Je le mets de la même couleur parce qu'en fait, le toucher pour les deux unités est le même. C'est 6. Ils sont très mauvais au corps à corps, les dragons. Donc là, c'est sur 5 plus le rouge, 6 plus les bleus. Voyons ce que ça donne. Ah d'accord. Bon, bah les dragons pulvérisent l'unité adverse. Donc les dragons suédois, visiblement, ont complètement déstabilisé les impériaux avec leur mousqueterie dévastatrice et ils les tailladent au corps à corps. C'est surprenant. Donc du coup, ce qui se passe, c'est que ici, on va retirer l'unité, mais on va mettre un marqueur pour indiquer qu'il y a une unité détruite à cet endroit-là. On va mettre une tête de mort. Voilà, ici, tête de mort. Et l'unité là, je vais la mettre de côté à l'extérieur du champ de bataille pour vous rappeler qu'il y a un point de morale qui vient de sauter. Ensuite, on va passer aux cavaliers qui sont à côté. Donc les cavaliers qui sont là, côté catholique, nous avons l'unité intacte, donc elle a ses 3D, mais elle n'a pas de soutien. Côté protestant, l'unité a subi une blessure, ils ont 2 dés, n'ont pas de soutien non plus, donc ça fait 1 dé côté protestant, 2 dés côté catholique. Mais nous avons un commandant protestant et un commandant catholique qui touchent sur du 4+. Les cavaleries ne sont plus en charge, hein, c'est un tour où ils étaient déjà loqués en mêlée, donc toucheront sur 5+. Ouf, c'est mauvais. Eh bien, il n'y a aucune touche infligée de part et d'autre, donc ça s'arrêtera là. Et enfin, on va passer ici où nous avons les AKPdites avec leur 1D qui touche sur 4+, parce qu'il est en charge, qui affrontent les dragons qui ont normalement 3D mais qui n'ont pas de soutien arrière non plus. Alors eux n'ont pas de soutien arrière non plus, mais le minimum c'est 1. Donc ils ne peuvent pas aller à 0, sauf si vous êtes attaqué par derrière. Donc du coup c'est 1D quand même pour eux. Et les dragons, eux, ils ont 3-1, 2D. Et ils touchent sur du 6. Eh bien, ça paye, parce que les dragons ratent leurs 2 attaques, mais eux mettent leurs blessures. Ils infligent donc une blessure aux dragons, qui sont donc obligés de replier. Donc, comme c'est de l'infanterie, c'est un tume. Encore que je ne suis pas sûr, parce que comme il précise, il me semble que c'est précisé que le mouvement de repli est un mouvement... Non, c'est un tume aussi pour les dragons. Ouais. Voilà, bah c'est fait. Eh bien, on va avoir une phase de morale. Donc au niveau de la phase de morale, on commence par résoudre... Ah non, attendez, il y a encore... Est-ce qu'il y a eu des blessures avec des commandants impliqués? Donc non, là il n'y en a pas eu. Ici, il y a une blessure avec un commandant impliqué. Ce commandant-là, cette unité a subi des pertes. Donc il faut vérifier si le commandant n'a pas été blessé. L'unité est toujours là, donc c'est sur du 6. Non, c'est bon. Le commandant est indemne, il n'y a pas eu de souci. Voilà, donc maintenant on passe au moral. Du côté des morales, on passe à la phase d'érosion du moral. Donc pour chaque unité amie qui a été déroutée, donc là, cette unité-là, une unité non commandant va devoir réduire sa résolution de 1 point. L'unité en question doit être de la même brigade et il faut choisir l'unité la plus proche
de l'unité qui a été détruite ou la plus proche de l'ennemi. Donc là, en l'occurrence, ça va être les cuirassiers qui sont là. Ils vont donc perdre sur tapis vert un point de résolution. Bon, heureusement, comme ils n'ont pas subi de perte et que le commandant est toujours en vie, ils vont pouvoir le rallier. Par contre, une des unités qui a remporté le combat, donc dans le cadre d'un tir, si vous détruisez au tir une unité, c'est une des unités qui a participé à la destruction lors du tir. Et en mêlée, c'est une unité qui a participé à la destruction en combat, reçoit un point de résolution. Ça veut dire que nos dragons qui sont là reçoivent la possibilité, pour leur héroïsme, d'avoir récupéré un point de résolution. Et c'est fortement mérité. On peut ensuite enlever le marqueur. Puis, les commandants peuvent rallier leurs troupes. On a donc un ralliement de chaque côté ici. Les deux unités ont retrouvé leur résolution. Et ici, nous avons également un commandant qui va rallier son unité. Sans oublier notre ami là derrière qu'on avait gardé exprès et qui va pouvoir ramener les cuirassiers à 2. Fin du tour. Tour suivant. Bien, je pense qu'on a fait à peu près le tour des mécaniques. On va donc pouvoir accélérer un petit peu. Donc là, on va passer au tour suivant. On fait déjà le jet d'initiative. Catholiques seront l'attaquant ce tour-ci également. Allons-y côté catholique. Alors, ici, je vais tout simplement continuer à presser mon avantage contre l'ennemi. Tant pis, je ne vais pas chercher à prendre de flanc. On va commencer par déplacer les cuirassiers, là. On va les déplacer par une petite roue. Et on va les déplacer jusqu'à 6 tumes, c'est-à-dire ce qu'ils ont droit, 18 cm par ici. Cette unité, je vais continuer le mal à mêler, je pense, tout simplement. Cette unité-là est un peu dans la mouise. En général étant mêlée ici. Mes dragons ici ont été repoussés, mais je vais pouvoir tirer. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais sortir de la ligne de tir du canon déjà avec mes dragons, histoire de leur permettre de tirer sans crainte de toucher mes unités. Mais je vais rester quand même à 3 tumes pour continuer à contraindre le mouvement de cette unité. Ensuite, ici, c'est en combat, on ne touche pas. Les canons, on les fera tirer après. Ce régiment, il a 3 tumes, donc il ne bouge pas. Le commandant là, alors soit je l'attache à cette unité, histoire de continuer à la rallier, soit je vais aider au combat. Là, ça va être un peu chaud, parce qu'il y a quand même un commandant dans cette unité, donc il faudrait peut-être que j'aille aider. Ou que j'aille rallier là-bas derrière. Mais non, il est dans la division de lui, donc non, je ne pourrais pas. Je vais rapprocher mon commandant d'ici. Donc les commandants ont un mouvement de 8, donc je peux le mettre ici. Ce qui me donne la possibilité soit de rejoindre ce combat après, soit celui-là. Voilà, c'est fait. Maintenant, j'ai oublié d'enlever les marqueurs de tir. Maintenant, c'est au joueur réactif de tirer. Alors ici, j'ai qu'un dé. Si je tire, je ne peux pas charger, mais d'un autre côté, on s'en fiche. Donc autant tenter le tir. Le tir ici se fera forcément dans le couloir droit, donc ce sera sur eux. Ici, je vais tirer le premier aussi. Au pire, ça affaiblira l'attaquant éventuel. Ici, cette unité va pouvoir éventuellement déclarer une charge contre eux. Alors la question étant, est-ce que je continue de matraquer cette unité? Je pense que c'est pas une mauvaise chose. Cette unité peut peut-être tenir, parce que pour l'instant ils sont sur un pied d'égalité, il leur reste encore 3 de résolution. Par contre cette unité, avec un peu de chance, je peux la dérouter. Donc je vais effectuer un tir avec ces 2 unités, comme avant, contre eux.
je vérifie qui est dans le couloir. Alors c'est pas cette unité là, donc ce sera celle-ci, mais elle a encore 3 points de résolution, donc ça peut le faire. Il y aura 3D plus 1, 4. Ça se tente. De plus, mes dragons sont maintenant libérés de la présence du pike and shot qui est là. Alors est-ce qu'ils sont à portée de tir? Hélas non. La question étant maintenant, vu que je ne peux pas tirer, où est-ce qu'on les enverra? Mais on verra ça après, lorsque ce sera le tour du joueur réactif. Là, la portée des carabines et pistolets est de 2 thunes, donc je ne suis pas à portée. Ça s'arrêtera là. Et il y a les canons encore. Mes canons, alors le problème c'est que mes canons sont alignés. Il y en a un, dans le meilleur des cas, qui peut tirer là, mais je trouve que c'est pas super. Je vais peut-être quand même utiliser le canon qui est là pour tirer. Et je vais pivoter ces deux-là pour pouvoir tirer le tour d'après là-dessus. Je vais juste mettre un marqueur pour indiquer qu'ils ont bougé. Voilà, ces deux-là se sont déplacés. Voilà. Go pour les tirs. Donc cette unité, c'est un dé droit devant. Rien du tout. Cette unité est 3D, droit devant, sur du 6. Il y a une touche. C'est très bien. Et ces deux unités, donc 3D pour le tireur principal, 1 dé de soutien pour le tireur secondaire. Allez, double 6, double 6. Ah oui, d'ailleurs, j'ai oublié un dé du canon, là. Je vais le faire. J'ai encore un dé du canon. Le canon touché aussi. Ça, c'est très très bien, parce que là, la mousqueterie et l'artillerie suédoise fait le ménage. Ça va compromettre la charge. Et enfin, donc les deux là, on avait dit... Ah, une touche, c'est pas suffisant pour les dérouter, mais ça affaiblit déjà bien l'unité. Et bien, c'est plutôt bien. Très bon tour de tir côté suédois. Là, le centre catholique a été complètement lavé par la mousqueterie et par l'artillerie. C'est très bien. On va passer maintenant au déplacement suédois. Donc, mon déplacement va être relativement simple. On va se déplacer pour la curée. Ces deux régiments, je vais les déplacer. Celui-là, je vais l'avancer comme ceci, histoire de me ménager. Non, on va y aller carrément. On va attaquer là. On va également ramener les dragons. Donc les dragons là, ils sont tranquilles. Ils ont un mouvement qui est bon. 18. Ils pourraient, dans l'absolu, ceux-là, je vais les mettre sur le flanc. Je fais un pivot et une ligne droite. N'oubliez pas, les pivots doivent toujours se faire au début du mouvement. Donc là, ce régiment de dragons est clairement passé du côté arrière, et donc il fera un malus de flanc à cette unité. Donc même si les dragons ne sont pas très bons au corps à corps, eh bien ça peut aider, parce que ceux-là pourraient aller en mêlée. Alors ça fera quand même 4 dés qui touchent sur 6 contre 1 dé qui touche sur 5, et juste une blessure à faire, ça se tente. Ça pourrait donner le coup fatal. Donc cette unité de dragon, je la rapproche de façon à potentiellement me donner une possibilité de charge. Et mais à quatrième vitesse, j'ai pas le choix. Je suis toujours bloqué par l'unité devant, donc je vais avancer comme ceci. Voilà. C'est parti pour les déclarations de charge. Donc, pour ce qui est des charges, alors, ici, évidemment, les cavaliers chargent à nouveau, avec les troupes ici. Alors là, maintenant, là, ça semble très compromis. Très très compromis. Si je charge, je vais certainement me faire massacrer. Donc je pense que je ne vais rien faire.
C'est très embêtant parce que mon unité a été vraiment massacrée là. Si je charge avec juste un, je donne mon unité. Bon, si je reste sur place, je suis un pigeon, donc je vais repousser au tour d'après, mais c'est mieux que rien. Mon commandant va plutôt charger avec cette unité, histoire d'assurer la destruction de ceux-là, parce que ça pourra me permettre d'affaiblir les unités qui sont là. Cette unité-ci, côté protestant, bah écoutez, je vais le tenter, je fais charger les deux unités de dragon. Bon, ces deux-là ont tiré, elles peuvent pas charger. Et côté catholique, je peux faire une contre-charge qui sont dans mon angle de vue. Donc on se retrouverait à mi-chemin. Mais ça va pas changer grand-chose. Donc, allez. Pouf. C'est le dernier barreau d'honneur de ce régiment, je crois. Et donc eux, ils font leur petit trou et ils chargent. Ici, les AKPIT chargent et les dragons ont... Ah, j'ai oublié le tir des dragons là-bas. J'ai oublié le tir des dragons. Là-bas derrière, j'ai oublié le tir des dragons. Je vais quand même le faire parce que si ça se trouve, il n'y aura pas de charge. Donc on avait dit 2 tirs des dragons plus 2 soutiens des canons. Non, c'est bon, il n'y avait rien, aucune touche, donc les AKPIT vont pouvoir charger. Donc je reviens là où j'en étais. Les AKPIT chargent. Et ici, le combat se poursuit. Passons à la résolution des mêlées. On va commencer ici. Donc je vais prendre comme attaquant principal les cavaliers sont en charge, donc ils auront nouveau leur 4+. Plus un soutien de eux et un soutien du commandant. Et en face, il y a un dé. Non, il ne faut pas oublier les soutiens. Si, cette fois-ci j'ai un soutien, puisque cette unité est passée derrière. D'un chouïa, mais ça passe. Donc je peux garder tous mes dés, puisque j'ai bien le soutien de cette unité. Cette unité n'a pas de soutien, donc c'est d'autant plus important que je prenne eux. Donc il y a bien 3 dés, plus 1, plus 1. Et en face, un dé, pas de soutien, mais on ne peut pas arriver à 0. Donc un dé aussi. Les protestants se défendent, ils mettent une blessure à l'unité de cavalier, on va dire. Mais ils prennent pas tant que ça. Ils prennent juste un dégât, mais ça suffira pour les détruire. Donc là, on peut retirer l'unité. Paf. Et il y aura un marqueur détruit ici. Voilà. Ensuite, la mêlée ici. Alors, on a un pauvre dé pour les catholiques. Heureusement, ils ne peuvent pas descendre en dessous. Et en face, nous avons les dragons. Alors si, c'est quand même une bonne chose que j'ai déclaré la contre-charge, parce que ce faisant, j'ai empêché les dragons d'avoir des soutiens, parce qu'ils auraient pu avancer un peu plus et ils auraient eu cette unité en soutien. Donc du coup, ils ont perdu un dé dans l'affaire. C'est pas mal. Donc en face, nous avons du coup 3-1, 2 dés des dragons, plus un soutien ici. Donc je rappelle, je suis pris de flanc. Donc je suis limité à 1 dé. J'avais déjà un dé, donc pour moi ça ne me changera rien. Voilà. Et on va voir ce que ça donne. Les 3 bleus sont sur du 6 et le rouge est sur du 5. Il peut toujours y avoir des surprises. Je décrète que je vais attaquer l'unité de dragon déjà affaiblie. Personne ne touche, donc il ne se passe rien. C'est une égalité. Donc on reste en mêlée.
ici. Donc là, 2 cavaleries sans soutien, donc 2 dés de chaque côté, un commandant de chaque côté, et c'est parti. Et donc ils étaient déjà en mêlée, c'est du 5+, et 4+ pour les commandants. Alors aucun des commandants n'a touché, et il y a juste la cavalerie catholique qui a mis une blessure, donc c'est elle qui va remporter le combat. Je mets donc une blessure à cette unité, elle passe à 2. Je dois du coup faire un test pour le commandant. D'ailleurs j'ai oublié d'en faire un pour le commandant là, puisqu'ils ont également pris une blessure. Ah non, c'est l'autre unité qui a pris la blessure, donc c'est bon. Donc là, on fait un test pour le commandant sur du 6. Non, c'est bon, il est intact. Et l'unité doit reculer d'un tume. De 3 tumes, pardon, c'est de la cavalerie. Donc, 9. Cavalerie se replie. Et enfin, là-bas derrière, nous avons les Acapélites qui ont qu'un seul dé, mais qui touchent sur 4+, contre 2 dés, mais qui touchent sur 6+ des dragons, moins 1 parce que pas de soutien. Et personne ne touche. Fin de ce tour. Passons à la résolution des morales. Donc là, il y a eu une unité Pike and Shot qui a sauté ici. Ce qui veut donc dire que l'unité amie la plus proche perd un point de résolution. Donc celle-ci. De la même brigade, hein, évidemment. C'était une brigade où il n'y avait que les 4 Pike and Shot. Donc c'est cette unité. Et une unité qui a participé récupère un point de résolution. Donc mes cavaliers récupèrent leur point de résolution. Donc ici, c'est pas mal. Le reste du champ de bataille semble compromis, mais ici, les catholiques ont fait une bonne percée. Voilà, tour suivant. Tour 4. Alors cette fois-ci, je vais essayer de ne pas oublier que j'ai des tireurs, en fait, ici, que j'oublie depuis le début, qui sont dans la forêt. Initiative. Égalité, on relance. Catholique à l'initiative. Ok, alors, puisque je suis à l'initiative, on va mettre la pression, puisqu'on a réussi à contourner un flanc. Donc là, ce que je vais faire un quart de tour. Alors le quart de tour prend tout le mouvement. Alors on peut faire des roues, mais que jusqu'à 45 degrés. Donc là, un quart de tour, là, ça prend tout le mouvement. Donc je fais un quart de tour. Cette unité, je fais un petit pivot et je vais faire 18 par là. Comme ça, j'ai toujours cette unité en vue. Cette unité-là, je vais faire un pivot et 18 aussi. Cette unité est dans la mouise, je ne sais pas trop quoi faire avec elle. On va déjà s'occuper des tireurs, on va les sortir de la forêt. Alors c'est l'occasion de parler des effets du terrain. Donc le terrain est relativement simple à gérer. À partir du moment où une partie d'un mouvement passe par un terrain, vous appliquez d'office, et pour tout le mouvement, et pas juste pour cette fraction-là, vous appliquez d'office le mouvement en terrain difficile. Donc, par exemple, à l'arrière, vous savez que dans un terrain difficile, la plupart des fantassins ne sont pas ralentis. Donc par exemple les shots, donc les tireurs commandés, déplacement mouvement normal ou en terrain difficile, c'est pareil. Par contre la cavalerie par exemple, elle est réduite à 3 tumes de mouvement, donc divisé par 2. Relativement simple,
6 thumes qui passent à 3 thumes et l'infanterie part ralentie. Voilà. Donc, on va sortir cette unité, histoire de la mettre à portée de tir. On n'a même pas besoin obligé de la sortir, on l'a juste approché un peu. On va rester dans le couvert du bois. Et on va se contenter de tirer. Cette unité-là est au combat, on ne peut plus rien faire pour elle. Et il reste ce commandant-là et cette unité-là. Les dragons sont toujours en combat. Cette unité, ça sert à rien de tenter d'aller par là parce que cette unité va nous poursuivre. Donc autant poursuivre le combat. Donc on s'arrête à un thume de l'ennemi. Et lui, il va continuer là. La question étant, que fait ce commandant-là? Ce commandant-là, alors si je l'intègre là, on se prend une salve, on peut mourir. Est-ce vraiment utile? Je ne sais pas. Je pense que je vais considérer cette unité comme abandonnée et que je vais tenter de rallier mes derniers cuirassiers, enfin mes cuirassiers ici, pardon, pour leur rendre leur dernier point de vie. Voilà. C'est fait pour le mouvement du joueur actif. Passons à la riposte, le tir du joueur réactif. J'ai donc un canon ici qui peut tirer. Là, mes canons, une fois de plus, n'ont pas de cible, à part le bois là-bas, mais l'unité adverse est à couvert, donc j'ai un dé en moins. Mais je vais, à défaut d'autre chose, je vais... Bah non, je peux même pas, je suis pas aligné dessus. Ah, c'est vraiment pénible. Hein. Là, éventuellement, je peux tirer, mais je perds le bonus de contre-charge. Ça m'embêterait, puisque ça touche à 5+, à l'arrêt et 4+, en contre-charge. J'ai pas du tout intérêt à le faire. Ici, à défaut de mieux, je peux tirer, puisque ça peut me permettre de finir cette unité-là. Et ces deux-là, alors, je vais pas tirer parce que je vais aller au combat pour essayer d'anéantir définitivement le centre catholique. Voilà, voilà. Donc le tir ici. Je vais utiliser en tireur principal cette unité. Ils ont 2 dés. Bon, je prends pas le canon parce qu'il a 2 dés aussi. Le canon sera en soutien, ça fait 3. Non, je réussis pas à les battre. Aïe. Aïe, aïe, aïe. C'est très embêtant. Du coup, nous passons à la phase suivante, à savoir la phase du joueur réactif. Donc, le joueur réactif, cette unité a bougé. Alors, je ne peux pas pivoter parce que sinon je vais rentrer dans la zone adverse. C'est vraiment très embêtant que j'ai pas réussi à les détruire. Donc du coup, je pourrais pas tourner et je risque de me faire charger. Et ce sera une charge arrière, le pire scénario possible. Donc ça, c'est très embêtant. Alors, je peux faire un quart de tour avec cette unité. Normalement, je serai à portée de charge, donc cette unité-là devrait valser. Mais si elle ne déclare pas de tir et que je me tourne, elle peut me charger. Ouais. Ouais, mais la charge sera annulée par celle-ci. Ouais. On va éviter la charge de flanc. Hein. Donc on va se tourner dans ce sens-là. Donc là, du coup, eux seront pas de flanc non plus. Parce que je les garde dans mon angle de 180 degrés. Et cette unité, elle ira au combat là. Voilà. Ok. Ben, on a tout fait. C'est au moment
c'est au tour des catholiques de tirer. Bah là, je ne vais pas tirer, je vais déclarer la charge. Enfin, quoique. De toute façon, je vais me faire charger de flanc, donc autant tirer. Comme dit, je considère que cette unité est détruite. Hein. Ça vaut mieux. Par contre, je vais faire tirer mes tireurs sur eux, puisqu'ils sont droit devant les tireurs. J'ai encore mes 2 canons qui ont peut-être eux aussi des cibles. Non, pas de cible intéressante. J'aurais dû les bouger, je suis bête. J'aurais dû les bouger. Bon, pas d'autres tirs. Ok, alors les tireurs catholiques, ils ont 4 de résolution. Donc ils tirent sur cette unité. Un dégât. Cette unité, un tir là-dessus. Non, raté. Et ce sera tout. Passons aux charges. Donc, au niveau des charges, cette unité charge. Cette unité charge. Cette unité charge aussi. Cette unité charge. Ces deux-là vont se recharger avec le commandant catholique qui va y retourner. Et là-bas, le combat se poursuit. Fin. Voilà, les charges sont faites. Donc la charge de cette unité a été annulée par la charge de celle-ci, puisqu'elle ne peut pas y répondre. À partir du moment où on ne peut pas répondre à une charge, la charge de l'autre annule la vôtre. Donc là, comme il me prenait dans un angle où je ne pouvais pas les contrecharger, ça a annulé ma charge. Ici, donc, il y a eu roue, charge, et ici, charge également. Les deux zones se sont rejoints ici. Passons à la résolution des mêlées. Alors, commençons par le côté droit du joueur actif, à savoir catholique, donc ça va être celle-ci ou celle-là. Commençons par les pauvres condamnés, je dirais. Ils n'ont qu'un dé, ce qui ne change rien à leur vie ou à leur mort. Et eux, ils sont full, ils ont 4 dés. Ils ont un soutien, puisqu'il y a une unité à 4 thumes dans le prolongement arrière, celle-ci. Eux n'ont pas de soutien, mais comme ils sont à 1, ils ne peuvent pas descendre en dessous, donc c'est 1 contre 4. Donc, ils défendent leur vie, ils mettent une blessure à cette unité-là, mais ils se font pulvériser en retour. Donc on a déjà une tête de mort ici. Tac. Qui était, ma foi, prévisible. Ensuite, ce combat-ci. L'unité a été affaiblie. Ils ont 2 dés, mais ils sont soutenus, puisqu'ils ont une cavalerie qui se trouve dans leur couloir arrière. Une infanterie qui se trouve dans leur couloir arrière, donc ils gardent leurs 2 dés, plus leur commandant. Ça fait 3. Du côté des cavaliers, ils ont normalement 3 dés. Et pareil, dans leurs arrières, ils ont un soutien qui est là. Je vais juste vérifier que c'est bien 4 thumes, que je ne dis pas de bêtises, mais il me semble que c'est bien 4 thumes. Je le dis depuis avant de mémoire. Oui. 4 thumes. Donc il faut une unité du même type à 4 thumes. C'est bon, il y a ceux-là. Donc eux non plus ne voient pas leur dés baisser. Les cavaliers, en revanche, attaquent une unité Python Shot de face, donc ils perdent leur bonus de charge, ils ne toucheront pas sur du 4, ils toucheront sur du 5. Les Python Shot, eux, touchent toujours sur du 5, c'est du 5+, et le commandant sur 4. Ça va être assez serré, cette histoire. Non, ça ne sera pas serré du tout. Les cavaliers catholiques sont survoltés. Ils mettent 2 blessures, ce qui détruit cette unité. Donc 1 pour 1, finalement. Pouf. Et en retour, ils ne prennent aucune blessure, puisque même le commandant protestant n'a rien touché. Donc là,
La percée de la cavalerie catholique commence à devenir inquiétante aussi. Donc là, il y a déjà 2 têtes de mort. On en aura encore certainement là-bas. Ensuite, on passe ici. Le régiment là-bas n'est pas soutenu, mais il est déjà 1D, donc c'est 1D. Et en face, nous allons prendre ce régiment comme attaquant principal désormais, puisque évidemment, il touche sur du 5+, alors que les dragons sur du 6. Donc ça fait 3D qui touchent sur du 5, auquel on va rajouter 2 dés blancs, les 2 soutiens des dragons sur du 6, et c'est tout. Ce régiment va mettre son attaque sur les dragons. Ouais, je vais quand même me déplacer pour qu'on voit la bonne mêlée, hein, c'est celle-là. Et donc au niveau des touches, les catholiques. Alors du coup, ça faisait un seul dégât causé, mais ça suffisait pour l'unité adverse, qui est donc détruite. Encore une unité détruite. On va donc passer aux cavaliers. Nos amis qui sont là. Ici, ce qui se passe, les 2 cavaleries n'ont pas de soutien arrière, donc 2 dés chacun, auquel on rajoute un commandant de chaque côté, protestant en noir, catholique en vert, et 2 dégâts côté catholique contre 2 dégâts côté protestant, excusez-moi, 1 dégât catholique, aucun des commandants n'a touché. Donc du coup, cette unité passe à 1, mais celle-là passe également à 1. C'est sanglant, les protestants se sont bien défendus. Du coup, il faut faire 2 jets de risque pour les 2 commandants. Les 2 unités étant encore là, ça nous fait sur du 6. Donc 5 pour le catholique, 4 pour le protestant, c'est bon. Aucun risque, les 2 commandants sont toujours en état. Et le combat restant, les Acapelites contre les dragons, comme avant, 1 contre 2 dés. Non, 1 contre 1 dé, les dragons ont pris une blessure, donc comme ils n'ont pas de soutien, ça fait 1, et les protestants sont déjà à 1. Aucune touche, c'est toujours une égalité. Bon, les dragons font le travail de tenir. Voilà, passons à la phase de morale. On va passer au moral. Donc comme vous voyez, il y a eu pas mal de dégâts. Hein. 3 unités qui ont déjà sauté, ça va assez vite. Au bout d'un moment en tout cas. Alors ici, il y a une déroute protestante. Donc une unité de la même brigade va perdre un point de résolution. Celle-ci. Et une unité qui a participé gagne 1 point. Eux, ils sont déjà à leur max. Terminé. Ici, une des unités catholiques a été détruite. Unité catholique la plus proche de la même brigade prend 1 point de résolution, la cavalerie. Et l'unité qui a participé gagne 1 point. C'est à eux. Repasse à 3. Ici, l'unité catholique de cette brigade a été détruite. L'unité la plus proche prend 1 dégât. Laquelle est-ce que ça va être ? Je ne sais plus à quelle brigade appartient cette unité. Je ne sais plus. Parce que je ne l'ai pas noté. Bon, alors on va faire simple. 1, 2, 3, c'est eux qui vont prendre le point de vie. Et 4, 5, 6, ça va être eux. 3. C'est donc les tireurs qui prennent un point de résolution. Et l'une des unités qui a participé en reçoit 1. Je vais en donner une au dragon pour qu'il revienne à max. Voilà, on enlève ça et on enlève ça. On va vite fait faire un point sur l'état du moral. Donc dans ce jeu, vous comptez chaque unité de l'armée, commandant compris, et vous divisez par 3. Et c'est le seuil de morale qu'il faut atteindre pour dérouter l'ennemi. Donc, je vais vous en dire plus. Donc, c'est 1/3 du nombre original d'unités, arrondi au supérieur.
À la fin de chaque tour, donc, on comptabilise, donc on finit le tour, hein. Il peut y avoir égalité. On a fait 13 unités de chaque côté, donc ça en fait 4. Non, 5 même, ça fait 5 unités pour le moral des deux armées. Et pour l'instant, donc, 3 ont été détruites chez les catholiques et 2 chez les protestants. Donc, on se rapproche. Hein. Passons au tour suivant. Nouveau tour. Alors, initiative. Lance. Les protestants ont l'initiative. Alors, ça tombe bien. Parce que du coup, mon unité qui est là, elle va pouvoir tourner. Afin de contraindre le mouvement de celle-ci, puisque désormais, elle va être dans le couloir, et donc, on va devoir avancer ou reculer par rapport à cette unité, mais elle ne pourra pas le contourner. Donc ça, c'est une bonne chose. Est-ce que je vais avancer en plus? Non, je pense pas. Ensuite, je vais avancer les dragons. Histoire d'assaillir les bois. Cette unité va faire un... faire un quart de tour pour éviter éventuellement une charge de flanc ennemi. Alors mon artillerie là elle est bien placée. Mon artillerie ici n'est pas super bien placée. Je vais devoir la pivoter pour pouvoir shooter. Peut-être shooter l'artillerie adverse. Je sais pas. Je vais tourner pour pouvoir shooter les cavaliers ici. Donc ces deux unités ont bougé. On arrive d'oublier de penser à cette artillerie et après je me retrouve coincé parce qu'il faut vraiment être bien aligné. Donc tous les mouvements ont été faits. Passons au... Ah, j'ai oublié un mouvement de retraite là. Je vais le faire tout de suite puisque les cavaliers catholiques avaient perdu. Qui devaient replier. Donc, à la fin du tour, j'ai oublié également les ralliements. Là, il y avait les commandants qui pouvaient rendre un point chacun. Et celui-ci avait remis celui-ci au maximum. Donc j'ai oublié les... Dans la phase de morale, il y avait également les ralliements. Je les ai oubliés. Voilà qui est fait. Et d'ailleurs, au rayon des oublis, lui là, j'ai oublié qu'il a été dans une unité qui a été détruite. Donc il fallait que je m'occupe de lui. Donc sur un 5+, il risquait de mourir. Ah bah voilà, j'ai fait un 6. Donc là, ça change pas mal de choses parce qu'il y a un général qui vient de mourir. Donc ça compte comme une perte. Mais en plus, lorsqu'un général meurt, il fait perdre un point à toutes les unités de sa brigade. Donc là, c'était le général de l'infanterie. Donc toutes ces unités-là prennent un point. Ça fait mal. Donc on est à 3-3. Hein. C'est important. Et en plus, là, du coup, ils pourront plus se servir du général. Donc, vous voyez, général, ça peut être risqué. Hein. Voilà, les oublis ont été corrigés. On va peut-être pouvoir passer au reste. Alors, niveau du tir, côté catholique. J'ai les tireurs qui peuvent éventuellement faire un tir contre cette unité. Ce sera très bien. Cette unité est là. J'ai mes deux canons qui sont pas alignés, ils vont pas tirer. Je vais les déplacer. Et puis c'est tout. Donc faisons simplement le tir de mes tireurs détachés. Il leur reste 3 points de résolution. On tirait sur ceux-là. Non, aucune
aucune touche. Voilà, c'est le tour du joueur réactif. Alors, côté joueur réactif, donc catholique, il faut avancer. Donc ici, une petite roue et on fonce, enfin on fonce autant que des piétons le peuvent, 9. Ici, on va commencer à régler son compte à l'artillerie protestante. Donc je vais m'arrêter à 3 tumes puisque j'ai largement le mouvement. Je m'arrête là. Ce commandant-là, je suis à portée de charge. Là, je suis à portée de charge. Donc ce commandant-là, je vais l'avancer, histoire de m'offrir des options. Mes tireurs vont sortir du bois. Non, je vais juste les tourner. Je vais attendre que l'ennemi m'attaque. Ensuite, je vais déplacer mon artillerie. Je vais la pivoter là. Et ici, je vais de toute façon déclarer une charge. Donc, ils sont bien où ils sont. Alors ici, je suis à portée de charge. Je vais charger. Ici, je vais charger. Lui, il va charger. Je vais charger. Non, je ne vais pas charger parce que j'ai du soutien arrière, donc j'ai pas intérêt à bouger, puisque les dragons comptent comme de l'infanterie. Ensuite, toujours côté catholique, ça va charger. Ces deux-là, comme d'habitude, charger et charger. On va continuer. Là-bas, ils sont en combat. Les dragons vont charger. Contre les tireurs. Les tireurs ne peuvent pas contre-charger, vu qu'ils se sont tournés, ils avaient tiré. Donc ici, on a bien les 3 tumes. Pouf, tout droit. Il y aura un petit trou. Et pouf, tout droit. Lui, il va... Je crois que je vais attaquer avec eux. Donc je vais m'attacher à... Ouais. Les cavaliers ont quand même un meilleur toucher, mais là il sera annulé par le pike and shot, donc oui, je vais aller là. Tant pis, c'est vrai qu'ils auraient eu besoin d'un point de résolution, mais tant pis. Cette unité, sans surprise, charge ce canon. On ne résoudra pas le combat puisque les canons sont automatiquement détruits. Les dragons, eux, vont charger contre les pike and shot à l'intérieur de la forêt. Et les deux unités se contrechargent mutuellement. Donc elles se retrouvent à mi-chemin comme avant. Et les commandants suivent. Allez, on va passer aux résolutions. Côté droit de l'attaquant. Donc là, c'est le Suédois. Donc on va commencer là-haut. Les cuirasses, les acapélités sont toujours un dé. Les dragons sont à 2D moins 1 parce qu'ils n'ont pas de soutien. Les dragons mettent le dernier point. Victoire des dragons. Joli. Voilà, donc. Adieu les acapélites. Ça fait mal. On se rapproche du seuil de déroute. On n'est plus qu'à une unité côté suédois. Vous voyez, ça va vite. Hein. Et on va mettre un petit marqueur ici. Ici, donc, les deux unités sont à 2D, moins 1 parce qu'ils ne sont pas soutenus, donc ça fait 1 dé chacun. Et il y a leurs deux commandants qui sont toujours là. Charge et charge et contre-charge. Allez, c'est parti. Donc, les deux commandants ont touché. Par contre, il n'y a que les protestants qui ont touché et pas les cuirassiers adverses, ce qui fait donc une victoire protestante ici. Ah, c'est acharné, hein. Donc les catholiques aussi passent à 4.
Ça va être chaud, ça va être chaud. Donc là, il y a une déroute, mais il y a le risque du commandant, qui peut être la balle de match côté protestant. Donc, à ce niveau-là, c'est du 5+, puisque l'unité a été détruite. Assez. Non, c'est bon. Le commandant catholique s'en sort. Donc on est à 4 partout, mais il y a une balle de match côté catholique ici. Ça va être décisif. Le régiment protestant a été affaibli, il n'a plus que 2 dés et il n'a pas de... Si, il a les soutiens des dragons pas loin. Ah non, d'abord il faudrait peut-être faire le... Non, on va peut-être faire le combat des dragons d'abord. Donc, les dragons. Donc du côté des dragons, ils ont 3 dés chacun, donc n'importe lequel, on va prendre un des dragons, n'importe. Donc 3 dés pour l'attaquant principal, 1 dé pour le soutien. Ça en fait donc 4, toujours sur du 6. Alors normalement quand vous attaquez en terrain difficile, vous avez un malus pour toucher. Mais les dragons et les tireurs détachés aussi touchent toujours sur du 6, donc ça ne change rien pour eux. Normalement, il devrait y avoir moins 1 des 6 lorsqu'on attaque un ennemi en terrain, qui est en terrain favorable. Par contre, c'est pas très bien défini ce que c'est. Il parle des collines, si vous attaquez quelqu'un qui est sur une colline. Mais après, ici, en théorie, je dirais oui. Je dirais oui, parce qu'il défendait quand même un bois. Ils sont pas vraiment de l'autre côté du bois, donc je pense que je vais enlever un dé. Je sais pas si je fais bien, mais je l'enlève. Du côté des tireurs catholiques, ils ont 3 dés, mais pas de support, donc 2. Ah non, j'ai oublié le support. Donc les dragons, ils ont normalement 3 dés. Moins 1 pour le terrain difficile, moins 1 pour le support, ça fait 1 dé, plus 1 de soutien, ça fait 2. Et en face, ils ont 3, moins 1, ça fait 2. Donc 2 contre 2, qui touchent sur du 6 des deux côtés. Et personne ne fait de dégâts. Voilà. Passons maintenant au combat décisif. Ici. Donc ici, ça va être très simple. Si les protestants sautent, eh bien, ils sont game over parce qu'ils auront 5 unités détruites. Ils auront donc atteint leur seuil de déroute. Donc, les dragons sont à 4 thumes dans le prolongement, donc ils apportent un soutien. Donc cette unité aura tous ses dés, elle aura donc ses 2 dés. Moi je vais prendre l'unité Pike and Shot ici pour les catholiques, donc ils auront normalement 4 dés, moins 1 parce qu'ils n'ont pas de support, ça fait 3. Il y a un commandant catholique, et il y a un soutien des cavaliers, qui touche sur du 4, hein, je rappelle, hein, ils sont en charge. Ah non, ils affrontent du Pike and Shot, 5, ils perdent le bonus de charge. Voilà. Et voyons ce que ça donne. Alors. Eh bien. Nous avons un dégât de la part du Pike and Shot. Nous avons un dégât protestant. Mais les cavaliers, encore eux, apportent le coup décisif, côté catholique. Le commandant n'a pas touché, ça c'est raté, ça c'est raté, ça c'est raté. Pile poil. Donc, cette unité saute, paf. Ce qui amène donc au seuil de déroute l'armée suédoise. Et on met encore un marqueur ici. On va donc passer au combat suivant. Ici c'est réglé rapidement. Artillerie perd automatiquement. Donc déjà il passe à 6 en fait. Donc dans l'absolu, les Suédois étaient cuits. Mais à partir du moment en fait où les catholiques ont réussi leur percée, ça a été bon. Voilà, donc maintenant on va passer à la suite. La phase de morale pour comptabiliser tout ça. On termine donc le tour avec, pour commencer, Ah, j'ai oublié un risque général d'ailleurs là, pour le catholique, sur du 6. Non, c'est bon, il était intact.
prenait un dégât. Voilà, ça, on est clair. Alors, on va commencer ici. On a ici une unité protestante détruite. Donc l'unité amie de la même brigade la plus proche prend un point de résolution. Donc j'ai pas précisé, mais on fait les pertes de résolution en premier. Et les gains de points de vie se font après. C'est deux sous-phases différentes. Ensuite, ici, une unité catholique a été détruite. L'unité la plus proche du même type, de la même brigade se fait prendre un point en plus. Là, il y a 10. Ce sera les dragons. Pouf, on passe à 1. Et ici, il y a un de la cavalerie, donc c'est eux qui vont prendre le point. Puisqu'ils sont les plus proches. Paf. Maintenant, on fait les points de vie remportés. Donc ici, je vais rendre un point de vie à la cavalerie pour qu'elle soit full. Ici, eux vont récupérer un point de vie. Ici, eux vont récupérer un point de vie. Donc, comme vous voyez, ça compense. Et ensuite, les commandants vont rallier. Donc ici, il y en a un qui va pouvoir rallier cette unité et la mettre à l'abri. Et celui-ci va pouvoir rallier cette unité qui revient à 4 de résolution. Normalement, j'ai rien oublié, tout a été terminé. Comme vous voyez, c'est allé super vite. On est tour 5, fin du tour 5, c'est réglé. C'est donc une victoire catholique qui se dessine vraiment sur les derniers tours. 6 à 4. Sur cette partie, bon, j'ai fait pas mal d'oublis, mais je pense qu'on a fait le tour d'à peu près toutes les règles du jeu. Comme vous voyez, il n'y en a pas beaucoup et ça va très vite. Que dire sur ce jeu? Eh bien, on peut dire qu'il tient sa promesse en termes de fluidité et de vitesse. C'est vraiment très rapide. Comme vous voyez, ça va super vite. On retient rapidement les mécanismes, ça va vite. Après, c'est peut-être un poil dépouillé quand même pour moi. Parce que le fait d'avoir vraiment une seule caractéristique, ça fonctionne, il n'y a pas de problème, ça fonctionne très bien. Mais on aimerait un peu plus de granularité pour simuler certaines unités. Alors l'auteur en propose dans ses règles avancées, mais c'est à mon sens pas suffisant. Maintenant, ça dépend aussi de ce que vous voulez. Si vous voulez un jeu où sur le pouce, vous pouvez jouer vite avec vos figurines, vous sortez vos figurines au débeauté et vous jouez, il est parfait. Franchement, ça va super vite. Il n'est pas contraignant, il y a assez peu d'angles morts quand même. Il y en a un peu, il y a certains points qui, comme je dis, qui ont peut-être été pas rédigés, etc. Mais de toute manière, si vous allez sur le site de l'auteur, il répond à pas mal de points par des pauses de réflexion, où il réfléchit lui-même sur son jeu et il fait un feedback sur les suggestions qui lui sont faites. Donc c'est vraiment bien. Je suis très satisfait de sa vitesse de jeu, c'était exactement ce que je cherchais. Donc voilà. Au niveau vitesse, fluidité, rien à dire. Super bien. Donc ce que je pourrais rajouter, donc, c'est testez-le, vous verrez bien, c'est gratuit. Il y a tout le matériel pour jouer. Vous n'avez vraiment pas besoin de vous casser la tête au niveau unité. Vous pouvez avoir du multi-soclage ou du soclé, c'est pas grave. Peu importe la taille de figurine aussi. Comme dit, ça va vite. Vous avez besoin de dés. Alors, un point qui est peut-être un peu casse-pied aussi, vous avez besoin de pas mal de marqueurs, je trouve, quand même. Comme vous avez vu, normalement il y a aussi, j'ai même pas tout utilisé, normalement quand vous faites une retraite vous allez mettre un marqueur, quand vous faites un tir il faut mettre un marqueur, donc là c'était le coton, bref il y a pas mal de marqueurs, les dés aussi de différentes couleurs c'est un peu plus contraignant on va dire, mais honnêtement à part ça, rien à dire en termes de fluidité et de vitesse, hein, ça fonctionne très très bien, donc là-dessus je suis plutôt content. Ça, comme dit, ça manque sans doute d'approfondissement. Moi, je suis pas un simulationniste, donc ça me dérange pas qu'on simule pas chaque balle de mousquet
et la vitesse de chaque unité au kilomètre-heure près, hein, ça m'intéresse pas, c'est pas ce que je recherche. Maintenant, bon, ceux pour qui c'est la marotte, effectivement, sont pas satisfaits avec un jeu aussi dépouillé, ça c'est clair. Mais autrement, non, rien à dire, ça fonctionne très très bien. Les règles de déroute sont à peu près similaires à celles d'autres jeux, ça fonctionne bien, c'est efficace. Et vous avez des scénarios aussi possibles qui peuvent prendre le pas sur ces règles-là. L'artillerie est assez contraignante. Je l'oublie toujours, j'oublie souvent de la déplacer, et c'est un tort. Mais autrement, voilà, vous avez un panorama du jeu maintenant, il vous reste à tester, vous savez comment ça fonctionne. Et moi je dis, essayez, laissez-lui une chance, il est vraiment bien, hein, il est vraiment vraiment bien. Moi je le rejouerai certainement à un moment ou à un autre, quand je ferai cette période. Alors bien sûr, il est collé sur cette période-là, donc c'est vraiment pour la guerre de 30 ans, mais il est chouette. Voilà, bah écoutez, je vais pas digresser plus longtemps, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous la trouverez informative. Je vous dis à la prochaine fois, et d'ici là, que les dés vous sourient.